Bonjour à tous et bienvenue chez Fondation. Je suis Maxime Claval, le fondateur d'Enercool, et de ce podcast, on parle d'immobilier, de climat et d'énergie. On invite des personnes qui m'inspirent par leurs idées ou parce qu'elles ont créé des entreprises que je trouve remarquables. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous pour faire connaître ces personnes au plus grand monde. Bonne écoute. Salut Julien, ça va? Bonjour Maxime, ça va très bien, merci. La forme? Une fois que La forme. t'as le soleil qui arrive vers toi. Voilà, c'est ça, tu vois, je regarde là, mon nouveau bureau, une grande fenêtre, une pinette, des cyprès, et des oiseaux et le ciel est bleu. Pas mal. Parce que t'es à Aix-en-Provence. Parce que je suis à Aix-en-Provence, qui est ma ville natale, là où j'ai grandi, là où j'ai étudié jusqu'à la fin de la prépa et où je suis revenu depuis septembre, là, depuis la rentrée avec les enfants et tout ça. C'est pas mal. Il paraît que Aix-en-Provence, c'est une ville qui est assez dynamique d'un point de vue business aussi. Enfin, j'ai entendu pas mal de choses. C'est la capitale de la Provence, c'est une des plus belles villes de France, avec les gens les plus sympas et évidemment hyper dynamique. C'est le second Paris, c'est ça? C'est le second. Non, 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 c'est le second Rome. Non, non, Ah non, ouais, non, ça Rome, a ok. rien à voir avec Paris. Alors là, non, non, heureusement, c'est pas le second Paris. Non, mais t'as Aix-Marseille, c'est tout attaché presque, tu vois, Ouais. à la métropole, donc il y a beaucoup d'activités. Je me demande si j'ai pas vu dans le petit milieu start-up, c'est pas Jean de la Roche-Brochard, tu sais, l'investisseur de Ouais, ouais, je vois qui c'est, ouais. Vignel, qui habite à Aix? Ah, j'ai aucune idée, je sais pas où il Ok. habite. J'ai cru voir passer un truc comme ça. Bref, D'accord. ça marche. Bon, merci beaucoup en tout cas, Julien, d'avoir accepté mon invitation pour venir discuter. Très rapidement, tu étais le fondateur et l'ex-fondateur d'Équateur. On va parler un peu de ça. Donc, un fournisseur d'énergie, électricité et de gaz. Tu as fait des choses avant aussi, pas mal de choses. Je vois qu'on parle de ça, un peu du passé, du présent et puis du futur, tu vois, de tous ces sujets. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Bah, avec plaisir. Donc, je m'appelle Julien, j'ai 54 ans. Je suis né, à Aix, enfin, je suis né à Gardanne, juste à côté d'Aix et j'y ai grandi et j'étais bon en maths, donc j'ai fait maths sup, maths spé et je suis devenu ingénieur télécom parce que les classements, je savais même pas ce que c'était qu'un ordinateur et j'en avais jamais vu quand je suis arrivé à l'école, tu vois? J'avais jamais vu de PC. Et voilà et après j'ai bourlingué un peu et donc l'école était en Bretagne, donc je me suis retrouvé, parachuté en Bretagne à 19 ans. Après 19 ans à Aix-en-Provence, ça a été le Dur. plus gros choc culturel de ma vie. J'étais à même pas à Brest, j'étais à Plouzané, la banlieue de Brest, OK. donc au niveau de la Pointe du Rard, vraiment plus loin c'est l'eau et avec, la dernière phrase que m'ont dit mes parents quand je suis monté dans l'aéroport, c'est: «Fais attention aux marées». Ah, parce que nous, en Méditerranée, on en a pas et ils avaient peur que leur fils se fasse se noyer, par la marée galopant. Ensuite, je suis allé dans le cadre des études en Pologne, 1 an et demi, en 93, donc c'était juste après, la chute du mur, et c'était très, très, édifiant et merveilleux comme expérience. Ensuite, je suis allé à Rome puisque pour les gens de ma génération, il fallait faire un service militaire et donc j'ai fait une, service de coopération à l'ambassade de France à Rome. OK. Ensuite, je suis allé à Mâcon pour faire des télérelevés de compteurs d'eau avec des systèmes radio. Alors attends, Heu, juste rapidement, Pologne et Rome, ça m'intéresse quand même. Qu'est-ce qui t'amène en Pologne, quoi? Qu'est-ce qui fait que tu vas en Pologne c'est quoi? C'est un stage ou c'est un non, non, j'avais fait un stage d'1 an juste avant chez Thomson et en Pologne, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, moi, donc on était école de télécom, donc on dépendait de France Télécom et France OK. Télécom, à l'époque, c'était le ministère des Postes et Télécommunications. C'était, Mmh. une entité publique et pour faire les yeux doux au gouvernement polonais qui venait donc de s'ouvrir à l'ouest et qui allait lancer les licences GSM, la France a décidé de construire une école d'ingénieurs en Pologne sur le modèle français. D'accord. Et l'idée, c'était qu'en troisième année, les Polonais viennent faire, leur dernière troisième année donc en France et certains Français qui voulaient pouvaient partir en Pologne et moi, je voulais du nouveau, quoi et plus nouveau que ça à l'époque, enfin, tu vois, aller de l'autre côté du rideau de fer, c'était plus loin que le Brésil ou l'Argentine, hein. Ouais, ouais, d'accord. C'était incroyable. Moi, quand je suis arrivé, j'ai déjà mis du temps à comprendre ce qui me surprenait dans ce pays et la première chose, j'ai fini par comprendre au bout de quelques jours, c'est qu'il y avait des couleurs. Les arbres étaient verts, mais parce qu'on nous avait tellement enfin, faut comprendre ma Ah ouais, génération et la guerre froide. On ne voyait des images des pays de l'Est qu'en noir et blanc ou bien OK. l'hiver. OK.
Et tu c'était un pays vert avec des trucs. Moi, je suis allé en 2 chevaux avec ma 2 chevaux de l'époque. C'était incroyable là-bas parce que quand je sortais, il y avait des enfants autour de la voiture qui regardaient pour essayer de comprendre ce que c'était. Enfin voilà, c'était un autre monde. C'était un Ok. autre monde et merveilleux. Donc je devais y rester 6 mois, je suis resté 1 an et demi, tu vois? Et donc là, tu étais encore étudiant ou tu étais, Là, j'étais étudiant, ouais, tu beaucoup, étudiant dilettante, on va dire, mais toujours, ouais. ouais, Pas ça pas marche. pas OK. mal dilettante en Pologne. Et puis Rome, c'était tu sais, après tu cherches une coopération, Alors je tu sais pas envoies parce que j'ai pas connu le service militaire, mais ouais. Donc te soit tu fais ton service militaire, tu fais 3 semaines de classe et puis après tu vas, en caserne, soit, tu trouves, une société ou une entité, étatique qui, te prend comme coopérant du service national étranger. C'est un peu le concept de la guerre économique, c'est-à-dire on va offrir l'opportunité aux sociétés françaises de prendre pour vraiment pas cher des jeunes Français, qui vont aller bosser à l'étranger. OK. Et c'était une bonne démarche, hein et donc bon, il valait mieux être bac+5, mais moi j'étais bac+5 et donc j'ai été pris, tu envoies des CV partout, tu passes des entretiens. J'ai été pris, par le ministère des Affaires étrangères qui m'ont proposé Rome, Budapest ou non Rome, Bucarest parce que Budapest j'y serais allé. Rome, Bucarest ou Pékin D'accord. et ils m'ont appelé comme ça un jour, je me réveillais, tu vois? Ils m'ont appelé, ils m'ont dit: «Vous voulez aller à Rome, Bucarest, Pékin?» J'ai dit: je sais pas, bah, si, faut décider. Je sais pas, je peux décider demain». Ouais, mais demain, mais au plus tard alors, hein» et OK. puis donc Rome. OK. Voilà, Donc pas ton parce que ton destin est parti par là, et c'est ça, mon destin est parti par là OK. et voilà et puis bon, en gros après je suis devenu enfin ingénieur salarié classique, à Mâcon parce que je voulais pas aller à Paris donc je cherchais du job ailleurs. Et puis j'ai été recruté par Altran en Belgique et c'est là où ma vie a vraiment changé professionnelle parce qu'avant je faisais ingénieur mais ça me plaisait pas trop. Mmh. Sorte de bureau d'études, tu vois? Ou, à l'ambassade de France, je faisais la maintenance informatique, donc tout ce qui est, helpdesk, support, installation de PC, de réseau et tout. Hem et chez Altran, ils m'ont dit: «Bah non, en fait, nous, on trouve que tu es plus fait pour faire du business que pour faire, chef de projet télécom» D'accord. et donc ils m'ont pris comme business manager et donc là, j'ai appris à créer une activité. À OK. partir de rien. Le concept d'Altran, c'est tu as le droit de tout faire, mais on te donne rien, à part un téléphone et un bureau. Et tu recrutes qui tu veux et tu trouves les clients que tu veux. Démerde-toi. Mais il y avait un Enfin, début de quelque chose quand même. J'imagine qu'il y avait un sujet quand même à porter. non, on te 0. forme sur la méthode. OK. Par contre, tu choisis, tes secteurs. Tu vois, moi, j'ai pris les télécoms puisque c'est ce que je connaissais et puis, j'aimais bien l'énergie, donc j'ai prospecté l'énergie et j'ai fini par créer une petite activité sur le retraitement de déchets nucléaires, pour Altran en Belgique. OK. Et après, comme il me fallait une diversification, faire plus de croissance, j'ai choisi un sujet au hasard, les pompes. J'ai pris les passes jaunes et j'ai appelé toutes les boîtes qui faisaient des pompes en Belgique, puisque j'étais en Belgique donc, et donc j'ai développé une activité avec, sur les pompes hydrauliques, avec Johnson Pompe et puis j'ai visité des gens qui fabriquaient des pompes pour les tomates à pizza, des gens qui fabriquaient des des tubes, des Pringles, tu rencontres des boîtes de incroyables, incroyables Incroyable. et mais Mais c'est ton choix et puis à un moment ça accroche, tu trouves et tu développes l'activité, quoi. c'est fou ça. Tu avais quel âge là, à ce moment-là? C'était en j'avais 29 ans, OK. 29 ans. Et c'est encore la logique d'Altran aujourd'hui? C'est Non, i c'est plus du tout comme ça, non, ça a complètement changé. Ils ont été rachetés, ça a été Capgemini. C'était l'âge d'or, c'était la folie, cette boîte, hein et tu faisais une croissance incroyable, tout le monde était content, enfin c'était très, très, très demandeur en termes d'heures de travail, d'implication, de stress. En échange, tu apprends des trucs qui m'ont servi ensuite pour toute ma carrière. mais tu sais quoi? Tu sais de l'achat-revente de pompes globalement? Ou c'était Non, tu vas voir des clients, et tu dis: «Qu'est-ce que vous faites?» et ah, puis ils te disent: «Bah, je fais ça» et tu dis: «Ah tiens, mais ah là, tu pas un petit problème là, sur, le design de cette pompe là?» Il dit: «Ah ouais, c'est chiant». «Ah bon, bah, écoutez, ça tombe bien, j'ai les meilleurs consultants experts du monde». OK. Puis tu allais prendre les CV, tu faisais 10 entretiens et tu trouvais un expert en pompe. Et ou en industrialisation ou en modèle de peinture. Je crois que chez Johnson Pomp, on avait commencé parce qu'ils avaient un problème pour la peinture et j'ai trouvé des consultants en aéronautique que j'ai qui savaient faire de la peinture pour les avions et donc qui savaient faire de la peinture pour les pompes et OK. tu vois la petite PME, enfin petite moyenne PME belge,
Elle a pas les moyens de recruter quelqu'un pour pas longtemps pour améliorer son truc de peinture et donc tu crées ton activité comme ça et donc au bout d'un moment, moi, j'avais 2/3 de mes consultants qui faisaient des télécoms et qui tournaient sur mes clients télécoms et c'est marrant, j'ai fait une petite fête pour, la crémaillère à Aix et j'ai invité un de mes premiers clients, en Belgique, quoi, qui Ah habite oui, quand maintenant même. dans le sud, et qui faisait lui des télécoms et bonjour Didier et voilà donc tout ça c'était, tu dois recruter des gens, tu dois trouver les clients, ça doit matcher, puis quand le projet se termine, il faut trouver un nouveau projet, puis tu as des sujets de management, des sujets de gestion de clients, et de PNL. Ok. Et donc là, tu bascules du côté obscur de la force. Tu passes de l'ingénieur au C'est ça. commercial. Ouais, commercial, recruteur, manager, développeur d'activité, entrepreneur en fait Et là, tu es à l'aise là-dedans. Tu et trouves un peu c ta voie. c'est ça, ça marche très bien, ça cartonne. Je deviens associé de l'entité belge, enfin d'une des entités belges, il y avait plusieurs entités belges. Et puis ça marche très bien. Alors là, tu commences, la vie de golden boy parce que quand ça marche bien, tu es golden boy. Mais bon, la Belgique après 6 ans, j'en avais un peu marre, et je voulais rentrer, à Rome, retourner à Rome et donc je me suis fait muter chez Altran, à Rome. Ok. Attends, juste pour comprendre, en 6 ans, tu deviens associé d'une des entités d'Altran en Belgique. C'est quand même pas rien, quoi. C'est-à-dire que tu passes des Ouais, étapes en s en en oui, oui, en un peu moins de 6 ans puisque j'ai dû rester associé 1 an. Mais oui, oui, j'ai bien marché, ouais. Ouais, ouais, non, Maxime, j'ai bien marché, ouais. Ok. Donc ouais, donc, et donc tu étais aussi fort là-dessus, c'est-à-dire que tu avais un truc par rapport aux autres, parce que j'imagine que tu étais pas seul. Je pense que vous étiez Non, des. tu es pas seul et il y a un truc, mais le seul truc que j'ai, heu, c'est, la sincérité quand je rencontre quelqu'un en face, de m'intéresser sincèrement à lui sans le juger. C'est épuisant, hein, psychologiquement, parce que tu dois faire complètement abstraction de toi et tu dois être à l'écoute vraiment. Quand tu passes un entretien ou tu fais passer un entretien à quelqu'un, si tu t'intéresses sincèrement à la personne, tu finis par savoir qui elle est en face, ça t'aide beaucoup dans ton recrutement. Pareil pour le client, tu finis par comprendre quels sont ses besoins, quelles sont ses dynamiques, qu'est-ce qui l'intéresse, pas seulement le contenu, mais aussi le type de personne et à la fin, tout le monde est motivé et donc ça marche. OK. Et hem et c'est assez surprenant parce qu'on a l'impression que c'est un peu du vent. Tu fais 3 appels, de bouffe et tout. Même à un moment, moi, je me souviens dans cette période-là qui était une période donc beaucoup d'apprentissage, mais aussi très difficile. Il y a un moment, j'allais beaucoup moins bien dans ma vie perso Mmh. et je me suis dit: «Bon voilà, je continue à bosser» et mais en fait, j'ai pris 2 ou 3 pas de recul parce que j'étais pas bien, à ce moment-là et en un mois, tout mon business commençait à s'effriter. Ah ouais. C'est-à-dire mon meilleur client qui m'appelle, me dit: «Qu'est-ce que c'est que cette histoire Julien? Tu m'avais promis un suivi». Le mec, ça faisait 2 ans qu'il était mon client, hein. Il y avait jamais eu en panne. Il s'énerve comme un fou, pour un problème, je savais même pas qu'il y en avait un, et cetera, une démission d'un cons et donc en fait, quand tu es plus là, quand tu mets plus d'énergie dans l'entrepreneuriat, tout s'arrête en fait Mmh. et c'est ça que d'ailleurs le patron de toute la Belgique de l'époque, Frédéric Grard, que je salue aussi, et mon chef adoré Pascal Laffineur, que je vais voir dans 2 semaines, parce qu'on est devenus des bons potes, hem, a expliqué ça. C'est l'entrepreneuriat ou Altran, mais c'est de l'entrepreneuriat, intrapreneuriat en fait, maintenant on dirait. Tu mets énormément d'énergie en entrée pour un peu d'énergie en sortie et donc ça te demande beaucoup. Heu, In fine, tu construis quelque chose et ça, c'est magnifique, mais ça se voit pas tout de suite. Enfin, toi, tu vis ça aussi avec Enercool. C'est-à-dire Mmh. que qu'est-ce que tu pédales, tu te prends des ups, des downs, tu te prends le même jour, la signature d'un contrat et la démission de la personne clé de ton équipe, et donc et une personne qui arrive chez toi et qui est en pleurs et qu'il faut que tu aides parce qu'elle a un problème, je sais pas quoi et Ouais. c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, hein. Et souvent le down, comme tu dis, fait plus mal que le up, quoi. C'est-à-dire que les mauvaises nouvelles sont plus dures à digérer que la bonne nouvelle, je trouve, où OK, tu es content, tu as signé un beau client, ainsi de suite. Puis après, tu reviens vite dans ta routine, quoi. Enfin, Ouais, j'ai tous l'impression les que entrepreneurs à succès que j'ai connus ne savaient pas se satisfaire d'une bonne nouvelle. ouais, ouais, non, il y a un peu il Donc y a je sais pas si c'est ce que tu dis enfin moi, c'est ce que tu dis, je le vis aussi. Je sais pas si tout le monde le vit,
ou que ceux qui sont toujours les éternels insatisfaits et c'est ça qui fait qu'ils vont plus loin, je sais pas. Je sais pas, des fois je me dis on ne fête pas assez, tu sais, les bonnes nouvelles. Toi, tu signes à mon client, tu dis: «Bon vas-y, Alors, allez, ce soir on moi, fête». c'est, Voilà. une de mes faiblesses qui m'était reprochée par mes équipes et qui s'en occupaient à ma place. J'aime pas fêter, je fête pas les bonnes nouvelles parce qu'elles sont jamais assez bonnes, elles méritent pas encore d'être fêtées, tu vois? Et ou bien, oui, c'est une très bonne nouvelle, mais c'est pas à moi d'en parler parce que ce serait me vanter. OK, d'accord. Et Ah donc ouais. j'attends à ce que les autres disent bravo, mais pas du tout dire: «Ah yes, j'ai gagné ça». Non, que les autres disent: «Ah bravo, il a gagné ça, félicitons-le», voilà. Et donc bon, mais j'ai le sentiment que c'est partagé dans tous les Mmh, entrepreneurs que j'ai rencontrés, hein. je crois aussi, ouais. Ça marche. Donc ça, tu fais 6 ans en Belgique. Tu es associé, c'est-à-dire que tu as des parts dans la boîte? Tu as Non, non, c'était un titre, chez un titre? Altran, Ouais, mais ça d'accord. veut dire que j'ai, comme responsabilité mes clients et mon équipe directe, c'était 40 personnes à l'époque, plus, la moitié des autres managers. On était 2 associés. OK, et donc là, tu es rappelé par la belle vie, heu Ouais, romaine, bah, 6 ans en Belgique, c'est bien. Moi, j'ai adoré Bruxelles, puis il y a un moment, tu c'est pas mon pays, il y a un moment, tu as envie de changer, puis je viens du sud, donc je voulais retrouver un peu, la chaleur méditerranéenne et Rome est la ville la plus belle du monde. Roma je caput mundi et connais pas donc Rome, erreur, erreur, erreur. mais peut-être qu'on y va dans 2 semaines. On sait pas encore, mais on va Ah, voir. On va écoute, voir. si tu as le choix, choisis ça. OK. C'est marrant parce que des Tu vas fois quand d'ailleurs? Je vais y être, je vais passer le week-end là-bas, moi, je vais non, revoir mais on mes sait pas potes. encore. On Ah on bon, part oui. on part dans 2 semaines, on part dans 2 semaines, mais on à la Toussaint, on aime bien partir en dernière minute en regardant la météo, tu vois? De dire: «OK, là il pleut, D'accord. là il pleut, là il pleut». Et pour l'instant, à Rome, il fait beau, donc c'est possible qu'on aille à Rome. Bref, mais on va voir. Mais on connaît pas du tout, à ce qui paraît, c'est extraordinaire, on va voir ça. Ça me fait quand même penser que tu as quand même, beaucoup voyagé en quelques années, quoi. Tu me parles de Pologne, tu parles d'Italie, de Mâcon, de Belgique. Ouais, ouais, puis après à Rome, au bout d'un an et demi, je suis allé à Milan, puis après je suis passé dans l'énergie, donc j'ai fait une formation aux mines, c'était à Sophia Antipolis, puis j'ai refait un stage, dans le cadre de la formation qui était à Aix et après je me suis retrouvé à Paris. Oui, j'ai pas mal, déménagé, j'avais calculé, j'ai dû déménager 15 fois, un truc comme ça, ouais. Tu sais l'expliquer ça? Tu avais des parents qui étaient eux aussi, des gens qui Ah bougeaient non, beaucoup? non, non, mes parents, mais ils sont toujours dans la maison où j'ai grandi depuis que j'ai Ah oui, 2 ans, OK. tu vois? Ouais, ouais. Ouais. Non, beh, je sais pas, peut-être justement à cause de ça ou tu vois? Et là, je suis de retour à Aix, donc je pense souvent à la chanson de Cabrel, il voulait trouver mieux que sur l'opette de terre et le vieil arbre tordu au milieu, il a fait le tour de la terre, il a pas trouvé mieux. Voilà, et ou bien heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, comme Ouais, c'est ouais. celui qui conquit la toison, enfin voilà, il y a beaucoup de ces histoires-là. Je crois que j'ai de la curiosité et et du besoin de changement et de nouveauté. Il faut que pour toute cette énergie j'essaie de donner dans mon boulot, il faut que j'en reçoive et pour moi, la nouveauté, la découverte m'en apporte beaucoup. OK. Ouais, donc besoin de changement, de voir des nouvelles choses et Ouais, ouais, OK, ouais. ça marche. Tu as évoqué rapidement le sujet de changement vers l'énergie là où ça se Ouais, passe donc comment moi, ça? j'ai fait toute la carrière, donc pour aller vite, jusqu'en 2007 dans le conseil à la Altran, quoi, tu vois? Après, je suis parti à Milan parce que j'ai été débauché par les concurrents, enfin voilà. Et au bout d'un moment, j'avais un sujet de, bah, le job, ça finit par être toujours la même chose et je trouvais ça creux, même si j'avais des belles responsabilités et un beau salaire et puis j'avais une conscience, non, j'avais découvert l'énergie un peu, et puis, 2, j'avais commencé à comprendre qu'il y avait un problème, écologique et OK, donc je me suis dit: «Bah, il faudrait faire quelque chose, en fait». Et si tu veux faire quelque chose, ben, vu que tu te vantes dans ta tête d'être le meilleur entrepreneur, sur la place, de société de conseil, bah, fais-le quoi. Vas-y, lâche-toi et je le faisais jamais donc tu vois, ça me tournait la tête, je le faisais jamais. Je me suis dit: «Il doit me manquer une formation» et j'ai cherché un master et donc j'ai démissionné ensuite d'Alten, pour aller au master OSE qui est master des mines de Paris en énergie. Il y en avait pas beaucoup à l'époque, et j'ai commencé ce master en septembre 2007. Avec l'idée de ensuite créer une boîte dans le renouvelable. OK. Mais donc tourner, quand même tourner ingénierie et tourner technique plus que tourner, entrepreneuriat de ce que je comprends? Ou un peu les 2? Non, c'était pas entrepreneuriat du tout.
OK. Non, 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 c'était métier, c'est l'ensemble de l'énergie, donc c'était à la fois de la technique, mais de la chaîne, tu vois? Il y avait pas, tu apprenais pas comment fonctionne une cellule photovoltaïque. Mmh. Mais tu apprenais la chaîne de l'énergie depuis la géopolitique jusqu'au, transport, distribution, la comparaison des différentes énergies, enfin une vision, très globale, 360 du secteur de l'énergie, côté, plutôt technique, mais pas du tout sur des techniques de vente et de machin. Ça, j'avais pas le sentiment d'en avoir besoin. Ouais, d'accord. Et c'est là où tu te retrouves? Tu te retrouves avec des étudiants de 20 ans, Ouais, en cours? Ça ouais. va, c'est pas bizarre, Ça, non? je m'y attendais pas. Donc tu te retrouves avec 2 trucs. Un, il faut à nouveau être capable de te concentrer pendant 2 heures. Ouais. Ou 3. J'étais incapable, incapable au début, j'avais complètement oublié ça. Nous, quand on bosse, on nous envoie des présentations PowerPoint où tout est mâché et si ça allait pas, tu décroches et tu fais tes mails et puis tu t'en Mmh. fous, en fait. Et là, il faut non s'écouter concentré, les mecs, ils font des raccourcis et tout, c'est à toi de suivre. Et puis deuxièmement, oui, tu as l'habitude d'être, enfin, tu vois, j'étais patron du développement Italie d'Alten. Quand les gens rentraient dans mon bureau, il s'était déjà passé des étapes avant qu'ils arrivent dans mon bureau, donc ils étaient bien sages. Et là, les mecs, ils en ont rien à foutre. Ils sortent de l'école, toi, ce que tu as fait, ce que tu es, c'est rien de plus, quoi. Mmh. Et donc tu dois redevenir toi et repartir des fondamentaux. Tu plus, tu vois, dans le business, il y a des choses, c'est que j'appelle les objets magiques. C'est-à-dire quand ça fait longtemps que tu es dans un secteur, ton réseau, ta réputation fait qu'il y a des cas il y a des fois où tout tombe bien et hop, tu tombes sur un objet magique. Tu veux développer tel client et tu regardes sur LinkedIn et bing, ah ben, le chef des achats, c'est un mec qui était dans ton équipe il y a 15 ans. Objet magique, tu vois? Mmh. Voilà. Et quand je me suis retrouvé là, j'ai perdu tous mes objets magiques. Donc un peu, si tu joues aux jeux vidéo, voilà, tu te retrouves dans le temple de Zelda où tu plus ton équipement et il faut juste, réussir à te battre avec un bâton. Donc faut retrouver les mécanismes et c'était super sympa. C'était super sympa et puis les mines de Paris, le la qualité des intervenants, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Ouais. Ouais, OK. C'était, voilà, avec en particulier, Jacques Percebois, je sais pas si tu connais, donc qui est, une Ça me dit rien. sommité du monde de l'énergie, et enfin des gens comme ça, quoi. D'accord, qui viennent donner cours et ouais, du coup, ils sont Ils viennent passionnants. donner cours, des gens qui étaient au GIEC, des gens qui étaient, heu, qui le mec qui a inventé le concept du peak oil, les enfin voilà, des vraiment Percebois était administrateur Engie, enfin GDF à l'époque et enfin conseiller du premier ministre, enfin c'est des choses Ouais, incroyables, quoi. OK, ça marche. Et qu'est-ce qui te donne ce déclic, de l'écologie? Tu le dis, justement un peu avant, en fait, avant de reprendre ces cours, Je tu sais un peu plus ce trop. truc? Alors il y a 2 choses. 1, bon, j'aimais bien l'énergie, mais je pense qu'historiquement, c'est parce que ma mère bossait chez BP, c'est pas bon. Mais voilà et 2, elle avait acheté un vieux moulin dans le Limousin, D'accord. puisqu'elle, sa famille est originaire de là-bas et donc quand tu vas dans le moulin, l'été, tu te dis: «J'aimerais bien qu'il y ait une roue et je pourrais produire». Donc la 1re idée vient de là et donc après tu te poses la question: «Comment on fait? Combien ça coûte?» et cetera. Et c'est ça qui m'a poussé à m'intéresser, aux renouvelables, spécifiquement et donc après, bah, tu regardes des trucs, tu lis des trucs et puis tu te rends compte qu'il y a un sujet, quoi. Ça marche. Ouais, 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 plus tu creuses et plus tu vois qu'il y a des choses à effectivement à Mmh mh. faire et donc là, on est en 2008, donc tu sors des mines et c'est là où tu crées Équateur? Non, non, parce qu'octobre 2008, je voulais créer une boîte dans le solaire OK, qui aurait profité des tarifs de rachat qui sont aujourd'hui mis en cause. voilà. Mais octobre 2008, c'était Lehman Brothers Aussi, ouais. aussi. Donc le financement, c'est pas possible et donc je me retrouve, avec, incapacité de financer la boîte. Je devais continuer aussi à mi-temps, dans une boîte pour, avoir un peu d'argent pour vivre. La boîte finalement peut pas me recruter. Ma compagne habite à Rome à ce moment-là. Moi, j'habite donc à Aix. Et puis on attend un enfant, c'est une super nouvelle, mais donc on se retrouve, à attendre notre premier enfant. Moi, j'ai plus de job, je chômage et j'ai même pas droit au chômage au départ puisque, j'étais à l'étranger. Elle, elle habite à Rome, quoi et bah, c'est un peu le bordel. OK, ouais. Et donc moi, je voulais vivre à Rome. Elle, elle voulait vivre à Milan, elle voulait quitter Rome, elle aimait pas Rome
Et donc on s'est mis d'accord, on allait à Paris parce qu'à Aix, il y a pas de travail, quoi. OK. Et donc ma fille est née, puis ensuite tout le reste, est né à Paris. On a déménagé et pour l'énergie, ben, j'ai essayé de créer une petite boîte qui a pas marché. Enfin, ouais, ben, voilà, j'ai pédalé, dans le vide, et au bout d'un moment, il faut que tu retrouves du travail, quoi. Mmh. Parce que moi, j'avais quand même arrêté d'être payé en 2007 et on arrive en 2010 et j'ai été rappelé par, des anciens prospects de Rome, une boîte qui s'appelle Telespazio, qui m'ont dit: «Écoute, on a racheté une entité dans les télécoms, à Paris, il y a 2 ans, elle gagnait plein d'argent, maintenant elle en perd. Est-ce que tu veux pas en prendre la direction et redresser le truc?» Et donc Donc toi, tu avais ton objet-magique. image un peu du passé et tes réussites du passé que OK, Ouais. lui, il sait faire et donc Pour la petite info, c'est un client, enfin, c'était pas un client, en fait, c'était un prospect parce que j'avais rencontré tous les gars de cette boîte-là à Rome et j'avais jamais réussi à signer un contrat ah en ouais, c'est marrant. 2004. Et le mec, Jamais, il jamais. le mec, Et c'est les fort. mecs me rappellent en 2010 en me disant, «Prends la boîte». Et ça, c'est un objet magique, tu vois? Tu es dans la merde, tu sais pas ce que tu fais, puis tu as un mec qui t'appelle, Giancarlo Pensabene, et qui te dit: Ciao, senti, noi c'abbiamo un problema». Et donc j'ai pris la direction de la partie télécom de Téléspatio France, Télécom Satellite. Et c'était une petite entité, tu vois? Une vingtaine de personnes, un peu moins, et voilà. Et donc là, bon, bah, ça a bien marché, j'ai redressé la boîte, et on a pas mal fait changer les choses et Comment j'ai tu fais juste enfin, tu vois, là, tu le dis comme ça en mode, ça a bien marché, on a redressé la boîte, mais tu vois, c'est quoi? Tu fais quoi? bah, tu rentres dans la boîte et tu vois l'état dans lequel elle est. Donc déjà, dès que j'ai fait le premier entretien physiquement, j'ai dit: «J'ai des choses à faire». Il y avait Les gens étaient tellement immobiles que tu avais l'impression qu'il y avait de la poussière sur les bureaux. Alors il y avait 2 bureaux pour 20 personnes, voilà. Le plus grand bureau, où il devait être 10-15, toutes les portes étaient fermées, donc les gens se parlaient pas, Mmh. la boîte avait les mêmes clients depuis, c'était, historiquement une joint venture entre, France Télécom et l'AFP, et donc avait les mêmes clients depuis 30 ans. Hem et voilà. Et donc qu'est-ce que tu fais? Ben, d'abord tu définis une vision. Qu'est-ce que je voudrais faire? Et puis ensuite, ben, tu la vends. Tu la vends à des nouveaux clients, mais avant tu la vends en interne et tu dis: «Écoute, voilà, moi je viens d'arriver, la boîte aujourd'hui elle est là, moi je vais là, toi tu fais quoi?» Et puis il y a ceux qui disent: «Moi je suis avec toi», et ceux qui disent: «Bah, c'est de la merde», et toi tu dis: «Bon, bah, très bien, Ouais. bah, alors au revoir», Ouais, hein. donc tu fais déjà un peu le ménage, en interne, Ah bah, ouais, et tu commences par le commerce, mmh. et donc tu fais du commerce. Donc tu prends les commerciaux. Je me souviens, il y en avait un qui était le plus expérimenté, en fait, qui connaissait pas mal de monde. Il me dit: «Ouais, Julien, moi c'est bon, je vais faire tout ce que tu dis et tout». Je suis à fond. Bon, je regarde bosser, 3 semaines, un mois, puis au bout d'un mois, il se passe rien et il me dit: «Non, non, mais Julien, mais attends, moi c'est bien simple, hein. Si tu veux que je fasse ce que tu veux, faut me laisser faire ce que je veux». Je dis: Ça n'a pas de sens ta phrase, en fait. Non, c'est justement non, tu vois? Je veux que tu fasses ce que je veux et pour ça, faut que tu fasses ce que je veux, et ce que tu veux, ça, c'est autre chose». Donc ça n'ira pas là, on va pas avancer avec tes phrases comme ça. Ah ouais, Ouais, bon, bah, je pars alors. Bah, d'accord, voilà. Mais les gens, tu vois, tu que tu veux aller à droite, s'ils ont pas envie d'y aller, ouais, les faut pas gens, se ils y battre, vont quoi. pas, c'est normal, hein. Et puis après tu redynamises, tu réorganises, tu redonnes de la flamme, et derrière, il faut engranger quelques succès commerciaux, Mmh. et une fois que tu cliques ça, voilà. Ça crée du respect, ça crée de l'envie, ça crée pour moi, il faut une culture une fierté d'être dans la boîte, de toute la boîte, hein, Mmh. qui doit avoir une culture, il doit être fier, et savoir où on va. Voilà, c'est mes méthodes à moi. Donc transparence, ça crée de la confiance, fierté et respect parce qu'ils voient que tu as des premiers résultats. Ouais, OK. Si tu signes aucun deal ou que tu fais aucun truc d'éclat, là, c'est un peu dommage, et c'est compliqué parce qu'il faut vraiment beaucoup bosser au départ pour arriver à faire assez vite quelque chose qui marque tout le monde et qui se dise: «Putain, ouais, OK, il se passe quelque chose et donc j'ai envie d'y être et on va changer le truc».
et voilà, tu vois, j'avais fait un stage avant pendant le enfin, c'est ce que j'avais fait déjà en Italie pour Alten. C'est, ce que je devais faire à Rome pour Altran, mais ça a pas trop marché et c'est ce que, j'avais fait pour, la petite PME pour laquelle j'avais fait mon stage, pour, dans mon master. Donc tu as et c'est pour ça que j'ai été repris aussi enfin dans l'énergie, si tu veux, dans l'historique. Donc je finis par intégrer complètement cette entité qui était à part, hein, juridiquement, dans le groupe Telespazio. C'était le but, ça devait devenir une business unit. Donc moi, à ce moment-là, mais j'ai plus d'intérêt, tu vois? Tu es plus DG, tu es directeur de BU, ça a plus rien à voir Mmh. et à ce moment-là, je suis rappelé par des anciens contacts belges qui me disent: «Il y a un fournisseur d'énergie belge qui s'appelle l'Empiris, qui cartonne en Belgique, qui fournit de l'énergie renouvelable, qui s'est lancé en France depuis 3 ans, mais ça marche pas et ils veulent un DG». Et voilà, c'est à nouveau, c'est la même chose, sauf que là, il y avait 2 personnes dans la boîte, hein et Et j'avais oublié et qu'effectivement, tu étais un ancien Empiris, effectivement. Tu as développé l'Empiris, oui, c'est ça. Moi, j'ai été recruté en mars 2013, il y avait 5 000 compteurs et quand j'ai quitté 2 ans et demi après, donc ça faisait 3 ans qu'ils existaient, 5 000 compteurs et quand j'ai quitté 2 ans et demi après, il y avait, 170 000 compteurs. oh waouh! Comment Voilà, tu fais? pareil. Ah mais non, parce que c'est du B2C, non, principalement, hein? C'était Ouais, mais c'est du j'ai eu un objet magique aussi là, mais, hem, alors c'était nouveau pour moi le B2C, mais déjà tu comprends ce qui tourne pas, ce qui ralentit le process. Tu veux quand, tu trouves des bonnes personnes, donc j'ai trouvé mon associé que j'ai, recruté 3 semaines après être arrivé. J'ai vu en entretien, je me suis dit: «C'est la bonne personne pour m'aider». Hem, Tu vois ce qui marche pas dans la boîte et il y a des tas de nœuds qui et tu défais les nœuds un par un. Et là, il y avait des nœuds sur la facture, il y avait des nœuds on s'est quand même pris la DGCCRF, 3 mois après que je sois arrivé, qui vient chez nous avec sa petite carte, bleu, blanc, rouge en disant: «Perquisition sur vos factures, c'est n'importe quoi vos factures, c'est une blague belge». ah ouais, OK. Heu, Tu Donc vois, monsieur Tchernia parce qu'il faut dire, c'était fait par, un Belge d'ailleurs, qui me disait, «Julien facture jamais tout à fait juste». C'était un Flamand, il parlait mal français. «Allez Julien, facture jamais tout à fait juste». Ah non, ça marche pas comme ça, tu vois? En ouais, France, ouais. ça marche pas comme ça et donc l'inspectrice de DGCCRF qui dit: «Monsieur Tchernia, regardez cette facture, 100 € plus 20 € de TVA, total 120,1. Alors monsieur Tchernia, j'ai vérifié avec les autres personnes du bureau, c'est pas ça le résultat?» OK. Et donc on avait passé 8 heures et donc voilà, ça c'est en vrai et en parallèle, il y a des moments où tu as des opportunités et si tu as préparé la boîte pour les saisir, tu les saisis. C'est un peu Et ça aussi. et là, c'était quoi l'objet magique dont tu parlais Là, là? l'objet magique, donc j'étais à une soirée des anciens du master ou une soirée liée au master, je sais plus pourquoi j'y suis allé et là, je rencontre le responsable énergie du FC Que Choisir qui me dit: «Ah ben, l'Empiris, je connais, nous, on veut faire un achat groupé. Est-ce que vous seriez capable d'absorber un grand nombre de clients et est-ce que vous êtes capable de faire un bon prix?» Et j'ai dit: «Oui, oui». Un peu comme en Belgique avec, les pompes et Heu, il faut les consultants là, tu dis oui et après tu te débrouilles pour, ouais, bah, j'avais, Jonathan qui est devenu mon associé ensuite qui avait déjà fait des trucs similaires pour Direct Énergie donc j'étais confiant. Puis après on a beaucoup, beaucoup bossé, derrière techniquement pour, s'en sortir. On était tellement mauvais avant, la boîte était tellement mauvaise avant que le médiateur est venu quand ils ont appris qu'on avait gagné l'appel d'offres en disant: «Mais c'est une catastrophe parce que votre service est tellement nul que le marché va va trouver que la concurrence est un désastre» et enfin voilà, ça a commencé comme ça. U UFC Que Choisir pour rappeler, c'est, ils font un appel pour dire voilà, si on se met à plusieurs dizaines de milliers, parce que c'est très gros, on va pouvoir faire baisser le prix de l'énergie et le contrat d'énergie et C'est donc ça. il y a un appel d'offres qui est lancé et c'est au mieux disant globalement qui remporte quoi, c'est ça, Oui, c'est ça. D'abord, ils nivellent par, les conditions générales de vente et nous, on avait été les seuls à accepter, ce qu'ils demandaient. ah ouais, Donc les ouais, ouais, bah, alors là, sur le premier appel d'offres, ouais. OK. Sur le premier appel d'offres, on a été les seuls à, bien vouloir, respecter leurs demandes. Direct Énergie voulait pas, Eni voulait pas, il y avait pas beaucoup de concurrence, hein, à l'époque. Engie, n'en parlons pas et EDF n'a même pas, je pense, ouvert l'appel d'offres. Donc pour eux, ils avaient raison sur leur CGV, donc accepter
les conditions du FC étaient, enfin ils étaient contre et donc nous, Mmh. on a accepté. Donc ce qui fait qu'à partir de là, bon, bah, après, il y a une négo sur le prix qui se fait. Voilà, les fois suivantes, vu le succès du truc, il y a eu plus de concurrence et donc là, tout le monde se nivelait, sur les CGV et ensuite il y avait des enchères inversées. OK, ça marche. Voilà. Et donc là, on est en 2000. Et donc écoute, on fait ça donc avec Jonathan, 2013. Assez vite, on se dit: «Bah, tiens, on pourrait le faire tout seul». Parce OK. qu'on se rend compte que voilà, il y a un truc qu'on n'avait pas trop vu, c'est que c'était quand même pas nous qui achetions l'énergie, mais bon et Ça veut dire quoi ça? hein? Ça veut dire quoi? Bah, en fait, si tu veux, après on a créé Équateur en se disant: «On peut le faire tout seul». Mais en fait, il nous manquait la partie énergie quand même. Ouais, parce que ça, l'Empiris le faisait depuis la Le Belgique, faisait depuis la Belgique, ouais, 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 OK. ouais. Et donc, il y avait des trucs, moi je voyais comment ça marchait, mais, il y avait des aspects financiers derrière que j'avais pas bien en tête. Mais donc, en 2015, enfin au début, on est très, très bien chez l'Empiris de toute façon. Ça se passe très bien, les fondateurs sont géniaux, il y a la pêche, la boîte est dynamique, c'est tout ce qu'on veut, les valeurs sont formidables. Puis au bout d'un moment, ça s'est un peu tassé tout ça. En fait, on a compris beaucoup plus tard, ils étaient en train de vendre la boîte. C'est Total d'ailleurs qui a racheté quelques mois après notre départ. Donc nous, on savait pas tout ça, on s'est dit: «Allez, maintenant ça nous amuse plus parce il y a plus le kiff du début, donc on va le faire tout seul», puisqu'on a dit qu'alors et j'ai mis 6 mois à convaincre Jonathan à lâcher le truc, hein, donc moi j'ai dit: «On va le faire». Au début, il m'a dit: «Non, non, 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 non», puis finalement au bout de 6 mois, on a dit: «Allez, on le fait». Et donc en juillet 2015, on a démissionné chacun séparément de l'Empiris, sans dire ce qu'on faisait pour pas être tenu par la non-concurrence. Mmh. Ah, ça les a fâchés d'ailleurs a posteriori un peu, Force. bon. Ouais, Et en septembre 2015, on s'est mis dans ma chambre de bonne à Paris, et on s'est mis à bosser, quoi. ouais. Et Jonathan, lui, il a un côté, technique, hein, si je dis pas de bêtises, Oui, oui, Jonathan, c'est, la personne qui a fait toute l'architecture informatique du système. Si tu veux, dans un fournisseur d'énergie, ton métier pour les particuliers, hein, ton métier d'un côté, c'est acheter l'énergie, de l'autre, c'est, tu as 3 parties. De l'autre, c'est gérer, les clients, donc c'est, tout ce qui est système informatique, pour que ce soit le plus léger, le plus efficace possible, pour que ton service client puisse avoir les bonnes infos au bon moment et que la qualité de service soit bonne. Et le troisième, c'est le commerce et donc ça, c'est la marque. ouais, Et donc, voilà. Et Jonathan, avait déjà mis en place un système de facturation pour Direct Énergie, avait mis en place un système de facturation pour l'Empiris et donc on a réussi à mettre en place un système facturation CRM, pour, 500 000 € en 6 mois, en 1 an, on va dire, allez, pour Équateur. Tu vois, on a démarré dans ma chambre de bonne en septembre, il y avait rien et 1 an après, on était sur le marché avec un site internet, une app, un système de facture, un système de CRM et une gestion des flux d'Enedis, quoi. ouais, canon. Et tu parles de 500 000 €, c'est 500 000 € que vous mettez vous de votre côté ou il y a Ouais, c'est des ça. investisseurs, On les met nous, et on sait dès le début qu'il faut qu'on trouve du financement et on a du mal d'ailleurs en fait beaucoup plus si tu veux, on a parlé avant avec, différentes personnes avant de créer la boîte qui nous ont tous dit: «Mais ouais, c'est génial et puis moi je financerai et tout». Bon, in fine, la levée de fonds c'est compliqué, on a fini par lever 2 millions d'euros, mais c'était en décembre 2016, alors qu'on avait commencé à chercher en janvier 2016. OK, ouais, donc ça prend, presque un an, quoi. Ouais. Et ouais, donc tu prends quand même un risque, assez élevé parce que tu mets quand même une somme d'argent qui est pas neutre, quoi, 500 000 €. Heu, Ouais, enfin donc moi 250 et Jonathan 250. ouais, Oui, on met tout notre argent, on fait tapis, ouais. ouais, ouais, donc tu as un engagement qui est, hyper fort dessus, quoi. Heu, Ouais, mais je me suis même pas posé les questions, ces termes. Je ouais. sais pas ce que tu as fait toi. Moi, je me suis pas posé les questions, ces termes. Moi, j'ai mis J'avais 1 000 cet € dans la boîte, argent donc de quoi? j'ai mis 1 000 € dans la boîte. Après on partait peut-être pas de la même, du même. Ouais, moi j'avais gagné pas mal d'argent. Qu'est-ce que j'en foutais de cet argent? Tu vois? Ouais. Il y a un moment, tu te dis: «Bon, ouais, ouais, il y a de l'argent sur mon compte». Bah, tu super, le banquier est content. Bah, ouais, mais j'en fais rien, en fait. Enfin, Mmh. il est là, puis tous les ans, je regarde et si, la banque, elle a réussi à faire plus 3%, plus 5%, plus machin, mais je vais les je j'avais pas de maison, j'étais propriétaire de rien, j'avais pas de voiture. Bah, à un moment, tu le dépenses à quoi ton argent? Ouais, Ouais, des gens, ils s'achètent un appart à Paris. Moi, je suis resté locataire, et je me suis, acheté, un jouet. Qui s'app monsieur, en copropriété, un jouet qui s'appelait Équateur.
Ouais, OK. Donc que je comprenne bien, le démarrage, c'est un démarrage technique. Ce que je comprends bien, c'est que vous développez toute l'architecture de la boîte pour que ça fonctionne ou vous cherchez déjà Dans des clients? Toi, tu cherches déjà un peu à trouver des Tu clients? 2 trucs, t'as 2 trucs. Jonathan, il fait la donc il met en place le système informatique et on recrute pour ça 2 personnes qui bossaient déjà avec nous chez, l'Empiris, qui sont Cyril et Donia, qu'on prend, avec un petit pourcentage de la boîte. Enfin voilà, on n'avait pas de bureau, on se retrouvait où on pouvait et donc eux 3, ils développent toute l'architecture, OK. Moi, je me démerde pour les licences, pour trouver des gens qui veulent bien nous vendre de l'énergie. Donc, ça, je veux bien que tu l'expliques un peu, rentrer un peu dans le détail de comment ça fonctionne, quoi. Parce qu'effectivement, un fournisseur d'énergie, il doit acheter de l'énergie Beh, et là tu as 2 choses qu'il faut donc comment ça fonctionne? Tu, tu achètes de l'énergie en gros et tu la vends au détail. C'est ça l'idée. Tu es un commerçant en fait. Un mmh, fournisseur, c'est un commerçant comme, il y a des milliards de commerçants et donc bah, il faut trouver des gens qui veulent bien t'en vendre. Donc ça, c'est la première chose et ces gens-là, ils veulent bien t'en vendre si tu leur montres des garanties financières. OK. Donc ça, c'est, bah, il faut trouver des banques qui veulent bien, donner des garanties financières à des gens, qui vont, derrière te financer. Enfin te permettre d'acheter de l'énergie. Ensuite, eux, ce qu'ils font, c'est que, toi on te crée, un périmètre d'équilibre. Enfin, c'est pas nécessaire, mais bon, on va simplifier le discours. On va te créer un périmètre d'équilibre. Ça, c'est le réseau qui le fait. Pour l'électricité, c'est RTE, pour le gaz, c'est GRT Gaz et Teréga. Donc c'est les gros réseaux qui disent: «Bon, ben, moi, je vais faire 2 choses. Je vais mesurer, enfin, garder en base de données tous les volumes d'énergie qui sont que toi tu as achetés». Donc le vendeur va dire: «Ah, si c'est de l'électricité RTE, moi j'ai vendu tant de mégawattheures à tel moment à Équateur» et en parallèle, tu as Enedis, donc le réseau mais côté compteur, qui va dire: «Bah, ça, tout ça, je sais que c'est des clients Équateur, ils ont consommé tant». OK? Et il faut que ça s'équilibre tout le temps. Ouais. Et si tu te trompes, tu payes une pénalité. Donc toi, tu dois te débrouiller pour, ben, voilà, acheter autant d'énergie que tes clients n'en consomment et évidemment, tu peux que te tromper, hein, parce que c'est comme ça, c'est aléatoire. Mais et donc tu prends en compte dans tes prix, le risque et la pénalité que tu vas payer parce que, bon, bah, finalement, les gens, ils sont partis au ski et tu avais pas prévu, donc ils ont rien consommé chez eux. Et voilà. Mais donc, d'un point de vue purement technique, c'est de la gestion de flux informatique et d'information, mais il n'y a rien de physique, Mmh. d'accord? C'est des contrats avec des gens et il n'y a rien de physique. Et donc d'un côté, en parallèle aussi, évidemment, tu as les prix. Donc toi, tu payes, heu ouh attends, c'est que ça? Et tellement, Ah putain, c'est un message d'alerte des Bouches-du-Rhône pour nous entraîner en cas de attends, ah, vous avez l'air des vigilance, fortes pluies, non, c'est pas ça? en cas de parce qu'il y a un barrage pas loin. Et Ah! donc, message reçu, donc ils veulent vérifier si ah c'est marrant. Éloignez-vous des ponts des vallées. Bon, bah, on va s'éloigner des fonds des vallées là, hein. Ah waouh, c'est flippant! C'est flippant, ouais. Alors il faut dire que le message attends, c'est peut-être une arnaque, bon. Attends, on va couper un peu là parce qu'on va poser une question. Vas-y, vas-y. Voilà, à tout de suite. Je retrouverai. Donc voilà, donc tu vas pas avoir de barrages qui vont, tu vas pas avoir une Donc vague de submersion qui va arriver, c'est ça? non, il y aura pas de barrage, ça a l'air d'être un exercice. C'est bien fait, dis donc, tu vois? Ouais, ouais. Par contre, je sais pas où je dois aller. Éloignez-vous du fond de la vallée. Qu'est-ce que je fais? Je campe en haut de la colline et j'attends en chaussons. Bon et je vais me renseigner donc sur ce qu'il faut faire. Donc non, donc ça c'est la ça reste assez, virtuel finalement, Mmh. tu vois? Et puis donc oui, toi tu as un prix d'achat, tu rajoutes ce que tu estimes que tu vas payer comme pénalité et tu fais ton prix de vente. Et si tu te trompes, bah, tu perds de l'argent et puis sinon, voilà. Et deuxième chose qu'il faut obtenir, c'est une licence. Donc ça, il faut demander au ministère et donc là, bah, il y a une procédure officielle. Il faut remplir un dossier avec des tas de questions, et expliquer des tas de trucs et démontrer des tas de
2 choses. Alors à mon époque, c'était assez souple. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus difficile d'obtenir une licence. Ah bon? Ah ouais, j'aurais dit l'inverse. Parce qu'on Ah non, non, non. à l'époque, on était au début de la libéralisation de l'énergie. Il y avait Direct Énergie qui était là depuis quelques années. C'est ça, la libéralisation, c'est de 2007, mais quand nous, on s'est créé en 2015, il y avait que, Direct Énergie, Planète Oui, Enercop, l'Empiris et Eni, en gros, et Gaz de Paris, voilà. Donc on était 6, tu vois? Sur le marché, des particuliers, c'était tout petit. Et 6, alors Enercop, ils étaient, dans leur tu connais bien, hein, mais ils étaient sur un segment de marché, très spécifique, très, très militant. Planète, oui, ils galéraient. Direct Énergie, c'était les stars et Eni venait d'arriver avec leurs gros moyens. Gaz de Paris vendait surtout du gaz aux copros. Donc c'était petit et bah, comme on nous connaissait dans le secteur, quand moi je suis allé demander la licence, la question c'est même pas posé. Il y a un moment, c'est rigolo, c'est comment ça devient une boîte? Je sais pas si tu as vécu ça? Nous, on était 2 dans une chambre de bonne, on n'avait même pas déposé les statuts, hein, et hem et on était en train de bosser, mais on n'était pas une boîte. On disait: «On est quoi une boîte?» On n'avait même pas choisi le nom et je prends rendez-vous avec la fonctionnaire du ministère pour les licences gaz et puis les licences électricité, mais c'est celle du gaz qu'on va voir d'abord et que je connaissais donc de mon job d'avant. Et on s'installe, on lui dit: «Bonjour, bah, voilà, on va faire un fournisseur» et elle dit: «Bah, bien sûr, oui, ça me paraît tout à fait normal» et donc le fait qu'elle voit une réalité derrière nous, ce qui n'était qu'une activité, ça a rendu réel le truc, c'est assez marrant. Et et Je pense et qu'elle s'est comment pas rendue compte de ça, mais c'est devenu une boîte à partir du moment où elle y a cru. C'est comme la foi. Dieu existe parce que les gens y croient. et comment c'est jugé ça d'ailleurs? Il y a j'imagine des espèces de formulaires et des choses à régler, mais il y a aussi de ce que je comprends, il y a un peu un côté relationnel. C'est parce que tu connaissais aussi un peu les gens, parce que tu avais de la Non, part mais de c'est comme toujours, si tu veux, tu un dossier à remplir qui est à niveau état très structuré. Après, c'est, combien de temps ça va te mettre pour le faire? Et donc c'est sûr que si, tu es allé voir les fonctionnaires, tu leur as posé les questions: «Qu'est-ce qu'il vous faut exactement comme document? Écrit sous quelle forme?» que, tu leur as donné confiance sur, le fait que, bah, toi tu étais sérieux, que tu allais faire les choses bien, ton dossier, il est géré beaucoup plus vite. Mmh. L'Empiris, avait fait une demande en 2010, mais ils avaient fait un dossier en 2 pages écrit sur un coin de table. Ça avait vexé l'administration qui leur avait ensuite, mis des bâtons dans les roues pendant longtemps, tu vois? OK. Alors maintenant, ils demandent encore plus de choses qu'à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont compliqué. Ils demandent plus de garanties financières, enfin plus de solidité financière, des choses comme ça. Mais, tu quand tu t'intéresses au jeu, tu méprises pas les gens en face de toi, à nouveau, tu les écoutes et tu comprends qu'est-ce qu'ils veulent et de quoi ils ont besoin et qu'au lieu de dire: «Ah ben non, c'est complètement débile», tu dis: «Bah oui monsieur, oui madame, je vais vous le faire», et tu le fais, bah, ça va beaucoup plus vite, quoi. Mmh. Et Ça ce qui marche. fait qu'on a eu les licences, assez vite, et donc ça nous a beaucoup aidé. Ouais, donc c'est là où tu te sens sérieux et tu te dis: «OK, je suis, chef d'entreprise, et c'est parti, j'ai une vraie entité, j'ai une vraie boîte et ça démarre». Ouais, c'est ça, chef d'entreprise, je sais pas, mais j'ai une vraie boîte, ouais, elle existe, quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment la 1re fois où tu parles à quelqu'un d'extérieur qui te répond, voilà, comme si tu étais une réelle entité. Donc voilà, ça c'est et quand on l'a eu, là, il reste un film, je crois, je sais pas où, il doit traîner quelque part sur les archives où, ouais, là, tu as de l'émotion quand même quand tu es au journal officiel et que tu as la licence, voilà, tu l'affiches Ouais. sur les murs, hein. Le démarrage d'Équateur, c'est tu as tout de suite un fournisseur d'électricité verte? Tu as déjà du gaz? Non, c'est que électricité pour le début? Non, non, c'est dès le début les 2 énergies et sur le gaz, comme le gaz, biométhane est très cher, au début, on a dit: «Bon, bah, nous, par défaut, on va mettre», je sais plus si au tout début, c'était 5 de biométhane, dans le gaz naturel pour que tout le monde puisse accéder à cette énergie-là, mais par contre qu'ils aient quand même un petit truc, en plus et une option 100 biométhane. Donc on a été les premiers à mettre du biométhane, sur le marché français pour les particuliers. On s'attendait pas à ce que ça marche, mais on voulait le faire parce que c'était les valeurs de la boîte Mmh. et puis ça a bien marché d'ailleurs, en fait, ouais. Ouais, Mais donc donc dès le début, on a eu ça. Mmh. ouais, donc dès le début, tu te mets presque une double contrainte de dire: «Je vais faire
électricité, gaz, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est 2 fois plus complexe, Non, oui, enfin Ah? oui, mais enfin, c'est 2 fois plus rémunérateur aussi. Enfin, Ouais, des c'est sûr. ça un client qui a de qui a du gaz, il a de l'électricité aussi et à l'époque, c'était beaucoup plus simple de vendre du gaz que de l'électricité. OK. Et Hem c'était un élément différenciant aussi? De dire: «Bah, nous, on a un fournisseur, des 2 versus d'autres qui font que de l'élec»? Oui, enfin, c'était différenciant probablement, ouais, j'ai jamais pensé comme ça, mais c'est surtout, bon, bah, tu c'est une opportunité. Un client, ça te rapporte beaucoup d'argent surtout enfin, beaucoup d'argent, ça te rapporte la marge vient particulièrement de l'abonnement, pas trop du mégawattheure, où tu OK, as ces problèmes d'équilibrage, où finalement tu gagnes très, très peu par le client paye très cher son énergie, mais toi tu gagnes très peu d'argent dessus. OK, Là où tu gagnes ton argent, c'est sur l'abonnement, donc si la gaz et électricité, ben, tu gagnes plus, quoi. OK, ça marche. Et tu peux expliquer un peu le sujet, justement, tu parlais du biogaz et puis, de l'électricité verte, il y a les sujets de garantie d'origine, comment ça fonctionne et en fait, c'est quelle valeur finalement tu apportes, là-dessus par rapport à un contrat classique? Comment ça fonctionne? Beh, on est toujours sur le monde du virtuel. Alors c'est ça qui est compliqué, un peu dommage dans l'énergie et à la fois ça se comprend très bien. On va pas créer un deuxième réseau gaz, on va pas créer un deuxième réseau électrique. Donc Oui. évidemment, un client qui achète du renouvelable, ça va rien changer à ses électrons. Mais de même, un client qui achète du nucléaire, si ça se trouve, il a du charbon ou du renouvelable. Enfin, Ouais, bien en fait, sûr. tu peux pas savoir d'où ça vient. Et donc, la question s'était posée au niveau européen sur: «Mais comment on fait, pour les gens qui veulent acheter du renouvelable et veulent participer?» Et donc l'idée, ça a été de créer les garanties d'origine qui sont un certificat de traçabilité et donc ce que ça dit, en fait, le certificat, garantie d'origine, c'est qu'il y a autant d'énergie renouvelable qui a été injectée sur le réseau que toi, tu n'en as consommé et qu'elle n'a été comptée que pour toi. Mmh. Donc ça, c'est très important, c'est une traçabilité unique et donc c'est pas toi qui as consommé cet électron. Par contre, virtuellement, cet électron, c'est toi qui l'as consommé parce que c'est toi qui as la garantie d'origine et c'est personne d'autre. Parce que sinon, il pourrait y avoir 20 000 malversations aussi, tu vois? Un producteur, vu que tout est virtuel, peut tout à fait dire, ben, j'ai produit 20 mégawattheures, à des clients comme Équateur, il en vend 10 à l'un, 10 à l'autre, mais en fait, il en a pas produit 20, il en a produit 15 et il en a acheté 5 sur les marchés et toi, comme fournisseur, tu peux pas le voir ça. Mmh. Donc il faut absolument ces garanties d'origine. Alors évidemment, c'est un équilibrage par au quart d'heure, en électricité, c'est sur le mois. Donc tu peux dire que ce mois-ci, il y a autant d'énergie renouvelable qui a été injectée que j'en ai consommé. Pas nécessairement au même moment, mais sur ce mois, oui et elle a été comptée que pour moi et ça comme on les achète, ces garanties d'origine, donc finalement le client final les paye, ça surrémunère un producteur renouvelable par rapport à un producteur classique qui était, l'intérêt de l'Union européenne en disant: «Bah, si les gens en veulent et qu'ils sont prêts à payer plus, eh bah, tant mieux, ça va financer autrement que par des financements publics». OK. Et entre l'offre et la demande, l'équilibre, alors je sais pas les L'équilibre donc en électricité, c'est au mois OK. et en gaz, c'est à l'année parce que le gaz est stockable. Et il y avait une période où, je sais pas, il y avait plus d'électricité renouvelable qui était produite et du coup, il y avait des garanties d'origine qui étaient pas vendues? Toujours, 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 Toujours? toujours. Ah ouais, OK, d'accord. Bah, bien sûr, bien sûr. Donc OK. Mais même EDF met pas toutes ses garanties d'origine sur le marché. Ça ferait baisser les prix et ça favoriserait ses concurrents. Ils sont pas obligés de les utiliser, tu vois? Ouais, d'accord. C'est il y a quand même 15 à 20 d'énergie renouvelable qui vient des barrages en France, hein. Il y Ouais, a pas 15 à 20 de gens qui achètent de l'électricité verte et donc mais si tu inondes le marché avec tes garanties d'origine, tu fais baisser le prix, tu simplifies, des offres concurrentes, et donc tu le fais pas. Enfin, c'est une logique pour gagner 3 francs 6 sous en plus, donc ça les intéresse pas, hein, tu vois? Au total, ouais, d'accord. Et et le c'est d'accord. un système européen, hein, donc tu peux acheter, des garanties d'origine norvégiennes, ou espagnoles, en Fran pas utilisées en France. Et du coup, votre thèse, vous, là-dessus, sur Équateur, c'était de se dire: plus il y a de gens qui vont acheter des garanties d'origine, plus ça va pousser potentiellement les renouvelables derrière à Ouais et c'est une thèse, tout à fait et c'est une réalité. ouais, Parce que quand j'ai démarré chez l'Empiris, la garantie d'origine électricité, c'était 15 cents le mégawattheure. Là, on est plutôt autour de entre 5 et 10 €, OK, d'accord. tu Ouais, bon, vois? pas rien. Donc il y a quand même, une grosse évolution. Pareil pour, le biométhane.
où, la garantie d'origine là, elle vaut maintenant, 12-15 €. Et donc, il y a des projets. Il y a un moment, ils ont changé la fiscalité sur les garanties d'origine biométhane et donc nous, on a été obligés de revoir à la baisse, nos tarifs, de garantie d'origine avec les contrats qu'on avait. Bah, il y a certains projets qui ont dû s'arrêter. Donc c'était ça qui faisait la rentabilité du truc. Ouais, d'accord, OK, donc ça avait un vrai enjeu, Donc, là-dessus. il y a une efficacité à garantie d'origine, bien sûr. Ça marche. On va couper la partie, technique, parce que je sais pas si ça intéresse grand monde, mais voir ça. D'un point de vue, plus on va dire entrepreneuriat en tout cas, donc vous démarrez Équateur. Moi j'ai le souvenir parce que je crois que je vous ai connu assez tôt, hein, Équateur. Moi j'ai le souvenir un peu d'une espèce de fraîcheur aussi quand tu ouvrais le site web et que tu arrivais sur votre page web de dire: «Ah tiens, il y a un truc un peu nouveau, un design, bien fichu» et ainsi de suite, comment vous l'avez amené tout ça? Enfin, il y a des c'était quoi la réflexion derrière ça? C'était justement de mettre un peu de différence par rapport aux acteurs classiques ou il faut c'est comment tu as réfléchi ça? Écoute, d'abord l'agence s'appelle Black Pizza, ils sont super, donc voilà, OK, donc vous avez fait pousser une agence. un peu de pub pour Black Pizza OK. et puis la vie est faite de hasard, donc nous, on avait commencé avec la même agence que, j'avais chez l'Empiris. C'est eux qui nous ont trouvé, ils s'appellent Zigmund, c'est eux qui nous ont trouvé le nom, Équateur. OK. Par contre, ensuite, l'Empire s'est fait racheter par Total, il fallait qu'ils choisissent, bosser pour nous ou pour Total. Ils ont choisi Total, je peux comprendre Mmh. et donc nous, il a fallu qu'on trouve une nouvelle agence. Ça s'est fait un peu au dernier moment ça, mais il a fallu qu'on trouve au dernier moment une agence et puis, un mec nous a dit: «Va voir Black Pizza», donc on a fait un petit appel d'offres. Il y a je sais plus 2 ou 3 personnes qui ont répondu. Black Pizza a répondu. Ils ont compris nos besoins et moi j'avais donné comme spec, la courbe de deuil. Alors attends, OK. je vais régler le problème du chiot. Vas-y. Donc Désolé. il parlait de courbe de deuil. Donc oui, ça a changé maintenant un peu, mais à l'époque, tout le monde était chez EDF, vraiment Mmh. beaucoup et la concurrence était très peu connue et l'énergie, c'est quelque chose de spécifique et EDF, c'est une marque très forte, très positive pour les Français et donc changer de fournisseur, c'est quitter EDF et quitter EDF, c'est faire un deuil de, Mmh. tout ce que c'est, service public à la française, tu vois? Général de Gaulle, Révolution, Excellence, et donc tu as une démarche intellectuelle qui est très compliquée. C'est-à-dire C'est pas très grave si on enchaîne derrière. non, mais normalement il dort, mais là il y a du monde à la maison et ce qui fait que ça l'excite comme un fou, quoi. Bon et donc en fait, la démarche de changer de fournisseur est très difficile. Tu te rends compte que quand les gens sont sur le site et qui vont pour cliquer, il y a une angoisse qui vient. Mmh. Quand j'étais chez l'Empiris et que j'ai, fait passer mon contrat EDF chez l'Empiris, je suis rentré à la maison et j'ai dit chez moi: «Ça y est, on est chez l'Empiris» et on m'a répondu: «Mais est-ce que tu es sûr que tu sais ce que tu fais?» Et là, dans ma tête, j'ai paniqué. Je me suis dit: «Mais est-ce que je sais ce que je fais?» Ouais. Et j'étais DG de la boîte, tu vois? Et donc là, voilà, pour faire passer mes parents chez Équateur, il a fallu faire une campagne Facebook. Parce qu'ils voulaient pas bouger. Parlant donc cette angoisse-là, c'est ton job de fournisseur de la lever Mmh. et c'est ce que j'appelle une courbe de deuil, c'est-à-dire, bon, bah, voilà, je perds quelque chose. Donc d'abord, tu as un déni, il n'y a pas de concurrence. La seule société qui, est de qualité, c'est EDF, le reste n'existe pas. Ensuite, tu as la colère: «Ouais, c'est dégueulasse, encore des sales capitalistes, ils vont nous piquer l'argent, en plus, gna gna gna». Ensuite, tu as la dépression avec la peur, enfin la tristesse, mais on perd la simplicité, on perd la sécurité, on perd la protection de l'État, puis la peur, mais ça va couper, mais on va perdre quelque chose, mais ils vont nous arnaquer et ensuite, une fois que tu as passé ces étapes, qui sont les étapes de la courbe de deuil, ensuite tu as une négociation correcte. Bon, bah, attends, voilà le prix, voilà le service et ensuite tu as une acceptation. Mais la démarche, c'est pas du tout comme, je prends un billet, de train, Air France ou EasyJet, un billet d'avion pardon, Exact. Air France ou EasyJet, ou Trenitalia et SNCF maintenant. Il y a une forte angoisse et donc j'ai dit: «Bon, bah, moi je veux que les gens dans le site, en naviguant, finalement, ils trouvent des réponses à chaque étape de cette angoisse-là». Mmh.
Et puis il y a la peur d'être coupé, quoi. Il y a un peu cette croyance, Ah oui, oui, ça c'est donc c'est dans la partie bad, dépression, donc tu as la peur c'est: «Est-ce que je vais être coupé? Est-ce que je vais être arnaqué? Est-ce que je vais être bien facturé? Est-ce que» voilà. C'est une fois que tu quand tu es dans cette peur-là, tu es sur des questions positives parce que la personne s'est projetée. mmh, Mais il faut aller mais si tu fais que ça et que tu gères pas avant mais en fait, tu n'es pas en train de détruire la société française en devenant client chez Équateur, et ben, ça sert à rien d'aller donner tes arguments objectifs. Parce qu'il y a toute une subjectivité, que tu as pas, traitée et donc le client, il viendra pas chez toi. ça marche. Ouais, donc ça, c'était enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une phase importante. Enfin, en tout cas, dans mon moment, en tant que client particulier, quand je vous avais vu, là, je disais: «Ah tiens, OK, intéressant». La stratégie commerciale, parce que c'est toujours pareil, faire du B2C, c'est pas facile quand même. Il y a quand même un truc de un peu de grande masse, quoi, qui est Ouais, pas simple. Vous repassez par UFC, il me semble qu'il y a des passages un peu d'achats groupés ou c'est pas tout de suite? C'est non, comment non, ça c'est pas tout de suite, UFC c'est 2000, on l'a gagné, mais en 2019, je ah oui, crois, d'accord, ouais, donc c'est bien longtemps après, d'accord. ou 2018 peut-être, je sais plus, mais voilà, bien longtemps après. Non, non, bah, de toute façon, tu as soit des canaux indirects, que ce soit UFC, les comparateurs ou d'autres achats groupés. On avait gagné un achat groupé avec la MGEN qui a pas fait beaucoup de clients, mais voilà. Soit c'est de la marque. Les gens disent qu'ils sont complètement insensibles aux marques, mais ils achètent des Nike et des Adidas, ou des Mmh. Veja, et Veja, ça n'a commencé donc il faut créer une marque et donc là, tu as qu'est-ce qui que co comment ça marche? Qu'est-ce qui va donner envie? Bah, c'est pas la même manière de faire des marques aujourd'hui qu'avant et donc là, il y a tout un travail de branding et ensuite il faut faire de la com et la com, soit tu fais de la pub, soit tu fais, du PR, comment on dit? De la presse, quoi L'impression presse, ouais, ouais. et la presse, c'est assez simple à faire si tu fais de l'innovation. Parce que là, ça intéresse les journalistes. Il y a quelque chose de nouveau, donc ils vont parler et donc nous, on a fait ce pari-là au début. C'est-à-dire on a dit: «On va innover. Il y aura des choses à raconter sur un marché qui était très, très, poussiéreux depuis des années et donc la presse va parler de nous et donc ça va nous faire, de la communication sans avoir à payer des campagnes de pub énormes» OK. et hem et d'où, le fait qu'on s'est mis à vendre du bois, d'où, le fait qu'on a accepté, les Solar Coins, qui était une monnaie, comment une blockchain, pour les particuliers, d'où le fait qu'on a ouvert des régions où il y avait pas de concurrence, en l'occurrence Grenoble, Strasbourg et Metz, on a été les premiers à l'ouvrir, d'où et cetera et cetera. Toute cette au tout début, le la roadmap technique était gérée par l'agence de presse. Ah ouais, OK, d'accord. Dire: «Il faut des nouveautés» Donc parce que j'appelais l'agence de presse disait: «Il me faut des nouveautés à telle date, telle date, telle date». ah ouais, à ce moment-là, OK, d'accord. Ouais. Incroyable. Et donc je disais: «OK», on discutait en interne et on disait: «Bon, ben, on a eu ces idées-là et on est capable de faire ou ça ou ça ou ça». Et là, l'agence de presse disait: «Bon, bah, fais plutôt ça, fais plutôt ça, fais plutôt ça». OK. Et ça pendant 2 ans, on a marché comme ça. Putain, c'est fou et d'un point de vue business, ça avait pas forcément d'un grand intérêt? Enfin, j'imagine le Solar Coin, par exemple, ça devait pas être un gros truc, Ah quoi. non, je suis sûr que oui, sur Arcon, il me fallait une innovation et j'étais sur France Inter et là, c'était presque un hasard. J'ai mangé avec quelqu'un qui m'a vendu le concept du Solarcoin un mardi. Le mercredi, je suis interviewé par France Inter et qui disent: «Et qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté?» Je dis: «Ah, je devrais pas en parler, mais voilà, nous, le Solarcoin, c'est un beau concept» et donc ça va démarrer. Puis je suis revenu, puis j'ai dit à Jonathan: «Bah, j'ai dit sur France Inter qu'on allait faire le Solarcoin, donc je t'en prie, vas-y». Bah, en OK, fait, c'est comme gérer une autre monnaie, c'est pas très compliqué, puis c'était des volumes très, très petits. Par OK. contre, tu vois, ça fait de la notoriété et dernier point, le B2B qui nous est venu aussi par la presse et un peu par hasard. Donc j'ai été appelé par une journaliste, qui pensait que j'étais encore chez l'Empiris et je lui ai dit: «Ben non, je suis plus chez l'Empiris, je peux pas vous répondre, je suis en train de créer un nouveau fournisseur». Donc elle s'est empressée de l'écrire sur son journal. Donc l'agence de presse m'a tiré les oreilles parce que, Ah, qu'est-ce qui s'est passé? ça alors qu'on avait prévu, ceci, cela. Donc et pourtant, il y a un acheteur qui a vu cette petite brève dans ce journal et qui nous a appelés.
OK. C'était la direction des achats de l'État et qui dit: «Écoutez, moi j'ai prévu de faire un appel d'offres pour les petits compteurs», donc ce que nous on était capable de faire, les compteurs de petite puissance et hem et je veux amener, de la concurrence par rapport à juste EDF, tu vois? Et donc à partir de là, ben, voilà, il est venu chez il est venu chez nous. J'ai dit: «Mais je suis pas prêt». Il a dit: «Mais si, si». J'ai dit: «Mais non, je suis pas prêt». Il a dit: «Si, si». J'ai dit: «Bon, ben, arrête de dire non là». Donc j'ai dit: «OK» et puis, j'ai dit: «OK, je viens vous voir, on va vous raconter ce qu'on a prévu de faire et ce qu'on sait faire». «Ah non, 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 c'est moi qui vais venir dans vos bureaux». Donc les bureaux et Ah ouais. c'était, donc on a mis, des tréteaux, une table et une nappe, tu vois? Que j'ai ramené de chez moi quand il en parle, il dit, je l'avais vu, je les avais vus les tréteaux monsieur Tchernia et et donc il a fini par faire son appel d'offres. Il y avait 4 lots, il y avait, 100 000 compteurs à gagner, hein et nous, on en a gagné 2 700. C'est le petit lot, mais ce qui au début était, le top, incroyable en fait. Et ça a créé une très bonne relation parce que tout notre système de facture, c'est aussi basé sur les exigences de l'État et donc on a aujourd'hui, enfin, là, quand je suis parti, on avait, entre gaz et élec, je pense, quelque chose comme 60 000 compteurs chez eux, hein. Donc on fournit OK. tous les services de l'État aujourd'hui. Ah ouais, canon, d'accord. Ouais. Donc ça a été une très belle réussite, tu vois? Qui nous a fait démarrer puisque c'est notre premier client. Donc tout de suite, ça a de la valeur et qui derrière, sur la durée, s'est avérée, très intéressante et pour l'État, c'était très bien puisque ça a mis sous pression, EDF, Engie et Total et donc ça a permis de faire rentrer la concurrence, tu vois? Mmh. OK. Juste pour revenir sur la partie presse, toi, c'était un truc que tu voyais immédiatement? C'est-à-dire que quand tu avais un article de presse, quand tu passais à la radio ou je ne sais où, les jours d'après, tu avais des compteurs qui s'ouvraient, tu avais des nouveaux Non, clients? absolument pas. Non, non, Ah non. OK. Non, 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 non. Le 20h, ça fait 3 ventes, tu vois? Ouais, ouais, Le on est seul d'accord. Parce que truc moi, j'ai cet avis-là aussi, donc je me dis: «Tiens, c'est marrant, non, ça non, fait non, non. Le ouais, seul truc qui te fait des ventes immédiates, c'est Capital. ouais, OK. Alors là, c'est incroyable. Et qui Je veut crois être que mon associé? Heu, hein? Comment? et qui veut être mon associé? Je mets la casquette de l'autre côté, Ah bah, j'ai pas fait qui veut être mon mais associé. effectivement, c'est les émissions très très business, quoi, Business grand public, Capital, je crois que le record de vente du jour de Capital a toujours pas été battu, c'est toujours donc moi qui détenais, chez Équateur le record de vente, que toutes mes équipes marketing derrière et ventes, elles ont jamais réussi à le battre, en une journée. Donc voilà. Mais les autres non. Par contre, ça crée de la notoriété mmh, et sur la durée, c'est ça qui compte. C'est ça la valeur de ta boîte. Nous, on est commerçants, on fait de l'achat-revente. Pourquoi tu et c'est exactement le même produit parce que quand tu vas chez un boulanger, tu vas dire: «Bon, bah, son pain, il a un goût qui me plaît plus que le pain du voisin», tu vois? mmh, Mais quand tu vas dans une épicerie, t'achètes les mêmes pâtes, t'achètes les mêmes biscuits, t'achètes les mêmes fromages et le même beurre que dans l'épicerie d'à côté et donc tu y vas pour autre chose et dans ces autres choses, il y a la marque. mmh, Tu vois? Il y en a qui préfèrent aller, chez la petite épicerie locale sans marque, d'autres qui vont dire: «Non, non, mais moi je vais chez Monoprix parce que je pense que je suis mieux servi et que c'est plus de qualité». mmh, Mais à la fin, ils achètent, des granolas, hein. ouais, Je veux dire. ouais, bien sûr. Mais et donc bah, pour les marchands de chaussures, c'est pareil et donc voilà, et ça se crée sur la durée, et tu as des points qui sont importants et ça change en fonction des époques aussi, ça dépend vachement des modes, hein. Ouais, Mais en tous les cas, la presse te donne une légitimité. OK. Et en termes de chiffre d'affaires, du coup, ça te dit quoi? C'est quoi les passages importants? Tu commences les premières années, tu fais combien et Non, bah, le chiffre d'affaires, on regarde pas trop, parce que ça dépend beaucoup, tu vois? On est monté à 650 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est chez Équateur. beaucoup. Voilà, Mais en fait, c'est du voilà flux, quoi. C'est-à-dire que et ça cette rentre et année, ça on fera 450. Bah, ça dépend beaucoup du prix de l'énergie. OK. Mais évidemment, c'est de l'achat-revente comme chez Carrefour, donc tu fais des marges très faibles, Ouais, d'accord. tu vois? Donc on compte plutôt en nombre de compteurs et on a fait une croissance assez linéaire, plus, UFC qui est arrivé et donc on était au début juste avant la crise de l'énergie donc fin 2020-21. Attends que je me trompe pas dans les dates.
Ouais. En fin 2021, on avait 300 000 compteurs. OK. C'est beaucoup OK? et pas beaucoup à la fois? Je sais pas comment Bah, on a l'interpréter. été la croissance la plus rapide du secteur, tous concurrents confondus, tu vois? Enfin, on élimine évidemment, ceux qui étaient, EDF, Engie, Eni et Total qui ont des budgets qui ont rien à voir et puis qui étaient déjà établis. Mais surtout ceux qui se sont créés parce quand on est arrivé, il y en a beaucoup qui se sont créés dans Oui. la suite. Les, il y a eu Plume là qui est devenu Octopus, il y a eu Mint, il y a eu, Planetwee qui a été racheté pour accélérer, il y a eu, Vattenfall, il y a eu Iberdrola, il y a eu Leclerc, il y a eu Casino, enfin avec ses Ouais, c'est un peu assez discounts, vite, quoi. il y a eu Bulb, il y a eu enfin ça s'est mis à se développer à toute vitesse et nous, Butagaz aussi et nous on a été la croissance la plus rapide avec pourtant des budgets qui étaient très, très limités par rapport à un Butagaz ou un autre. Et donc là, enfin, c'est ça le succès, il vient de là. Le succès vient de là et donc à la fin, on a même intégré après la crise, il y en a qui ont été en grande difficulté. On a intégré tout le portefeuille de Mega et d'Iberdrola et on avait bidé sur Planetwee et ses discounts et on n'a pas voulu acheter, comment c'était là, cette boîte danoise là? Je sais plus, qui faisait du temps réel et cetera et cetera. Donc tu as, un moment où, toi, tu fais des choix et puis tout le monde fait pas les mêmes et ça peut aller plus vite ou moins vite et puis sur la durée, parce qu'il y a des tempêtes, parce que et cetera, bah, il s'avérait que nous, on avait fait les bons. Bah, tant mieux, hein, tant Ouais, mieux. trop bien. Tu parles de la crise de l'énergie, ça c'est lié à la guerre en Ukraine, c'est ça? Ouais, en fait, on l'a vu un peu avant nous, là, on a eu un petit peu de chance, mais donc les prix ont commencé à monter en 2021, le gaz. Ouais. On comprenait pas. D'habitude, le gaz, c'est toujours moins cher l'été et là, ça continue de monter. Mon acheteur d'énergie me dit: «Ah, ça continue de monter, je comprends pas». Je dis: «Non, non, achète plutôt en juillet, ce sera moins cher» et ça baisse pas et ça baisse pas, on comprend pas. À ce moment-là, par, chance, a posteriori, on devait faire une IPO et on la rate OK. parce que le marché trouve qu'on n'est pas assez rentable et donc avec le board, on dit: «Bon, bah, alors on arrête la croissance et on cherche la rentabilité». Voilà, on a compris et donc on s'est mis à arrêter de faire de la croissance à tout prix, en la boostant avec des promos et des trucs. On s'est mis à vendre au vrai prix et à ralentir un peu les ventes et puis, les prix continuent à augmenter quoi, 2021, et Oui. cetera et là, on arrive, et là les prix de l'élec suivent. Il y a pas encore la guerre en Ukraine, hein, mais il y a Poutine qui masse les troupes et donc c'est pour ça que le prix augmente et donc là, tu arrives, fin 2021 où les prix du gaz ont explosé, où, tu as déjà des fournisseurs anglais qui font faillite, et donc et où, il y a un bouclier tarifaire qui est mis en place, pour le gaz, puis pour l'élec. OK. Et des prix qui continuent de monter et ensuite tu as eu, la guerre en Ukraine, 2022, et en août 2022, des prix de l'électricité future qui allaient jusqu'à 1 000 € du mégawattheure. Là, on payait 50, mais parce qu'en plus, tu as eu, en décembre 2021, problème de corrosion sous contrainte, donc les centrales nucléaires d'EDF qui tombent en panne au plus mauvais moment, puisque le programme électronucléaire français a été fait pour se défendre face au choc pétrolier. Mmh. La crise ukrainienne, c'est le troisième choc pétrolier. EDF aurait dû être les rois de l'Europe, sauver tout le monde et s'assurer aussi qu'en France, on ait toujours des prix bas. Et c'est à ce moment-là où leur outil industriel qui était construit pour ça est tombé en panne. Ouais, pas de bol. Enfin, pas de bol, ouais, Ah ouais, pas de bol, ça leur a coûté cher, mais ça a coûté cher surtout à tous les Français et à toute l'Europe, hein. Heu, un complotiste pourrait même dire: «Tiens, c'est les Russes qui sont allés mettre des fissures dans les tuyaux, des centrales françaises». Dans tous les cas, c'est vraiment dommage que, leur outil industriel ait été mal maintenu, parce qu'au moment où on en avait besoin, il marchait pas et en plus, il y a eu une sécheresse en 2022 et donc les barrages, ils avaient plus beaucoup d'eau et donc ils vendaient plus d'électricité Mmh. et donc là, les prix ont continué à monter, à exploser. Les fournisseurs ont tous, fait faillite les uns après les autres, surtout en Angleterre où les gens étaient pas couverts. Et tous ceux en France qui avaient pas une bonne couverture, c'est-à-dire qui avaient vendu à des prix sans s'assurer de la stabilité de leurs coûts, bah, se sont retrouvés dans les choux et voilà.
tout OK. simplement. Et vous, j'imagine que vous c'est à ce moment-là aussi, bah, EDF, tu as le tarif réglementé, donc tu as la possibilité de revenir chez EDF et du coup, j'imagine que tu dois, perdre aussi des clients, Alors liés à tu ça, non? là, tout le monde a perdu beaucoup de clients, mais pas parce que le tarif réglementé, il augmentait aussi, hein. OK. Mais sauf qu'il augmentait, tellement qu'il y a eu un bouclier tarifaire qui a été mis en place et le bouclier tarifaire, elle a tout de suite été annoncé pour EDF, pour le tarif réglementé de vente, pardon. C'est-à-dire qu'ils ont dit: «Ça n'augmentera que de 4 au lieu de, 50, hein, Ouais, et c'est l'État qui paye la différence, en fait. ouais, Mais et on nous a dit à nous, fournisseurs alternatifs: «Bah, on va aussi payer la différence pour vos clients». Ce qui paraît logique, il y a pas de raison que ce soit que les clients d'EDF qui aient droit, à l'aide de l'État. Et sauf que le temps qu'ils nous disent comment on allait être payé, combien on allait être payé pour de vrai, tu vois? Les TRV, ils ont juste dit: «Ça va être 4 mais nous, on avait tous des prix différents, donc combien ouais, on allait recevoir? OK, Donc on ne l'a su qu'en avril 2022 précisément et les modalités de remboursement en mai, je crois, alors que depuis décembre, les gens savaient que c'était augmenté que de 4. Donc moi, les clients qui, en décembre 2021, renouvelaient leur prix et tous mes clients UFC, c'était ça, heu, moi, je savais pas combien de boucliers tarifaires j'allais pouvoir leur donner, ni à quelles conditions, ni dans quel cas. Donc je leur ai mis le prix réel et c'était 50 plus cher que les tarifs réglementés de vente. ouais, donc Donc ils sont partis. Ceux qui sont restés, on leur a remboursé les 50 a posteriori puisqu'on a fini par l'avoir ce bouclier tarifaire. Alors il était pas suffisant, on a fait des procès et cetera et cetera. Mais bon, ils ont reçu une partie de l'argent. Mais ça te détruit ouais, parce qu'en fait, c'est de la concurrence complètement déloyale. De la même manière pour le gaz, tarif réglementé de vente de gaz, bloqué. Sauf que, au début, c'était pas pour les fournisseurs alternatifs. Puis ensuite, c'était pas pour les fournisseurs alternatifs qui avaient des offres à prix fixe, puis et cetera et cetera. Donc, il a fallu attendre septembre 2022 pour que ce soit pour tout le monde. Donc on a, c'est pas l'existence des tarifs réglementés de vente, qui a protégé les Français, c'est la mise en place d'un bouclier tarifaire par l'État. Très bien. Sujet numéro 2, bah, pour les alternatifs, cette mise en place du bouclier tarifaire était très, très tardive. Et donc, nous a, commercialement, beaucoup affecté, bien sûr, ouais. ouais, ouais, j'imagine que c'est un truc, qui est pas sympa. Et OK. donc on est passé de 300 000 à 200 000 compteurs. Ah ouais, donc ouais, OK, tu as une vraie On a perte. perdu un tiers de la base client quand même, ouais. Ouais, OK. Ouais et vous êtes sur un sujet, Heu, vous avez levé des fonds, enfin voilà, un peu d'hypercroissance dans ce que tu disais là, vous switchez un peu pour aller sur de la rentabilité Mmh. et j'imagine que quand tu lèves des fonds, tu as les investisseurs qui ont des sujets de sortie de se dire: «Bah, heu, il faut sortir, Ouais, ouais, bah, bien sûr, mais c'est là où nous on a eu, une opportunité, c'était de faire rentrer ce fonds de family office OK, qui est rentré en avril 2022. d'accord, Tu vois? Donc on est en juste après l'invasion de l'Ukraine, on est encore en plein milieu de la crise, on n'est pas encore aux 1 000 € du mégawattheure, mais on sent que ça monte. Et qui viennent, à contre-courant et tant mieux pour nous, mais eux, ils se disent: «Bon, bah, on va faire une valo un peu plus basse» et voilà et ensuite en ça, ce family office, il est toujours là. C'est un family office n'a pas des échéances de sortie, comme un fonds. Ça, ouais, c'est pas OK, pareil. Là, en l'occurrence, c'est Quantum Pacific qui appartient au milliardaire, Idan Ofer, OK, qui est un milliardaire israélien qui a plus de 15 milliards de fortune personnelle. OK, Tu vois? Le mec, il a l'Atlético Madrid et cetera. Donc, il a mis, 30 000 de cash dans Équateur, c'est, c'est pas grand-chose. non, c'est la crème, la mousse au chocolat du café gourmand, tu vois? C'est Ça marche et donc c'est ouais, c'est son family office qui rentre chez vous en 2022? qui rentre chez nous en 2022, donc ils font 2 choses, ils injectent 30 millions et ils sortent, les fonds qui, eux, font leur culbute à ce moment-là Ah oui, d'accord, OK, donc ça et devient donc le ils se retrouvent majoritaires puisqu'ils ont injecté de l'argent plus racheté les parts des autres. OK, donc vous, ça vous donne une sorte de respiration quand même parce que le contexte est pas facile? Ah oui, oui, énorme, parce que nous, à ce moment-là, quand même, on commençait aussi à être en difficulté vis-à-vis de nos vendeurs d'énergie. Qui s'inquiétaient à juste titre, hein, de tous les risques qu'ils voyaient et qui voulaient qu'on recapitalise la boîte et donc bah, non, ça l'a recapitalisé de facto et donc Ouais, ça s'est très bien passé, grâce à ça et donc on a pu continuer à acheter de l'énergie et ça nous a aidé à passer la crise aussi, puisque la plupart de nos concurrents avaient arrêté d'acheter de l'énergie, c'était trop cher. ouais et puis il y a des concurrents qui ont enfin tu l'as évoqué rapidement, mais
qui ont disparu quand même. Il y a Ah eu oui, ça a été l'hécatombe. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien ouais, sûr. Mais c'était très dur, hein. Moi, je me souviens, le mon acheteur d'énergie qui, en fonction de l'heure à laquelle il cliquait, pouvait gagner ou perdre 1 ou 2 millions d'euros, tu vois? ouais, ouais. C'est Ouais, c'est parce que c'est c'était jamais ça, mais tu avais des telles variations même dans la journée et donc ça mettait un stress. Moi, je disais: «Mais c'est génial, on navigue par le gros temps, tu en parleras à tes enfants et tout». Je faisais, tu vois, du positif. En fait, j'étais hyper stressé aussi, ouais, mais je lui envoyais du positif parce que lui, c'est une telle responsabilité que ça devenait compliqué ouais, ouais, et hem et donc et ça a augmenté les risques de manière exponentielle. C'est-à-dire que nous, on s'est retrouvés aussi, tu vois, d'habitude, tu prends un risque, température. C'est-à-dire, tu ouais. dis si la température varie beaucoup par rapport à la moyenne, alors mes clients vont consommer plus ou ils vont consommer moins. Donc, je vais devoir racheter ou revendre de l'énergie. Et si je considère que les marchés à ce moment-là sont allés dans, allez, chacun sa recette, mais 10 ou 20% de plus ou de moins que ce que j'avais prévu, je vais avoir telle perte que Mmh. je dois couvrir dans mes prix parce que sinon, ben, je fais faillite. Mais sauf que quand les marchés sont à 50 euros du mégawattheure et que toi tu dis, bon, bah, ils peuvent varier de 5 euros. Et que d'un coup, il passe à 200, à 300. C'est-à-dire que si, il y a 1 degré de plus, toi, tu fais faillite. Ouais, Parce que toi, tu pensais que tu allais, avec 1 degré de plus, acheter à 55, donc tu as vendu à, disons, je sais pas quoi, 57, et en fait, tu dois racheter à 300. ouais, là, ouais, C'est game over. terminé, d'accord. Et donc c'est là où le mec qui te vend de l'énergie, il faut qu'il soit rassuré et que toi, tu aies la capacité d'absorber des pertes, si, en fonction de la température, quoi. Ça marche. Est-ce qu'il y a un sujet enfin, tu vois, moi, j'ai un peu cette sensation aussi sur le sujet du nucléaire. Tu sais, j'ai un peu l'impression qu'il y a, je sais pas, 10 ans, le nucléaire, c'était un peu l'ennemi. C'était un peu facile, entre guillemets, de taper dessus, de dire: «Le nucléaire, c'est mal, il faut aller sur les renouvelables». Et puis depuis une dizaine d'années, alors, je sais pas si c'est, Jean Covici, alors, ou enfin voilà, j'ai l'impression que le nucléaire est remis en avant et de nouveau positif, tu vois? Moi personnellement, j'aime les 2, tu vois? J'aime le nucléaire, j'aime les énergies renouvelables, tu vois? Je trouve qu'on a un bon mix, énergétique, on va dire, en France. Mais est-ce que toi, tu vois, de ton point de vue, Équateur, où, bah, vous étiez sur les énergies renouvelables sans trop t enfin, j'ai la sensation qu'en tout cas, publiquement, vous tapiez pas trop sur le nucléaire, mais je me trompe peut-être, je sais pas. Mais est-ce que tu peux, aussi voir, en fait, une perte des clients liée à ça? Ou globalement, c'est le prix avant tout et Non, non, je vois pas du tout de perte de clients liée à ça. C'est OK, un débat politico-politique, OK, d'extrémistes des 2 bords, OK. dont en fait la plupart des gens n'ont rien à foutre. Alors ça change un petit peu là parce que maintenant les politiques s'y sont remis à fond, mais moi, enfin tu vois, à partir du moment où c'est décarboné, point barre. Après nous on vend du renouvelable, mais c'est pas parce que je suis charcutier que je déteste le bœuf, tu vois? Ouais. Je trouve ça beaucoup mieux le nucléaire que le charbon et je le dis à tout le monde. Par contre, la plupart des promoteurs du nucléaire n'acceptent pas mon discours. Ils Mmh. peuvent pas considérer que je vends du renouvelable et que je suis pas contre le nucléaire, foncièrement. Donc ça, c'est la première chose et donc moi, ce que je regarde simplement maintenant, c'est ce que si j'oublie même, le truc, c'est combien ça coûte, point barre. Et là où, il y a une réalité que quand je dis ça énerve beaucoup les pro nucléaires, le nucléaire, il a perdu. Il est trop cher. Voilà, point barre. Plus personne, à part EDF, heu dans des pays où il y a déjà une base nucléaire, ne fait des centrales. Total n'a jamais essayé d'investir dans le nucléaire. On n'arrive plus à faire du nucléaire compétitif. Donc si tu as des centrales charbon à remplacer comme en Pologne et tout, bon là d'accord. Mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait fini parce que c'est une transition, mais pour l'instant, le renouvelable solaire ou éolien tient ses promesses en termes de prix. C'était 500 euros du mégawattheure en 2007, on est à 50 euros maintenant. Mmh. Alors que le nucléaire, c'était 40 euros en 2007, on est à 120 euros maintenant et encore, le PR, est toujours pas à pleine puissance, hein, il produit 75 mégawatts là. Donc moi je me mets juste dans la peau d'un investisseur. Aujourd'hui, si j'avais le choix, j'investirais pas sur le nucléaire.
Par contre, je connais un pote qui a une boîte, enfin, il a investi et il bosse dans une boîte qui fait des SMR, tu sais, les petits qui va faire des SMR, les petits réacteurs. Moi, j'y crois pas. Je pense que c'est des slides. Lui, il y croit et tant mieux, c'est son argent. Développe son truc. De toute façon, ça a de la valeur. Alors voilà, ça a des déchets, mais bon, en même temps, ça crée de la puissance toute la journée, et cetera, et cetera. Bien. Heu et tant que c'est son argent privé, moi, c'est génial, tu vois? Et si il a raison et son pari marche, il va devenir très riche, tant mieux pour lui et de toute façon, si ça marche, c'est que c'est bénéfique pour la société. Ouais. Par contre, d'entendre des députés qui savent par avance que telle techno, c'est la meilleure du monde et que toutes les autres, il faut les abandonner et quand alors que, tous les chiffres jusqu'à présent vont là et que donc l'argent public doit aller dans la construction de 6, 12, 24 EPR alors que tu arrives même pas à finir le premier et que ceux en Angleterre, ils marchent pas et cetera et cetera. Là, c'est de la folie parce que là, c'est mon argent et je trouve que c'est pas à l'État de faire un pari technologique. Ouais, Heu, tu le laisserais côté investisseur, quoi, côté privé. bah, ouais, OK et EDF a oublié que leur métier, c'est producteur et pas producteur de nucléaire. Mmh. Pour des raisons que je ne comprends pas, ils refusent d'essayer, les nouveaux modes de production de manière massive, tu vois? Pourquoi est-ce qu'ils font ils et donc bon, bah, écoute, c'est comme ça, hein, mais et donc pour moi, en tous les cas pas pour moi, aujourd'hui, si tu regardes les comptes aujourd'hui, le nouveau nucléaire n'est pas compétitif. Le nucléaire historique, c'est parfait, il faut le garder, hein. On a des super centrales, ça vaut beaucoup moins cher que ce que dit EDF, tant mieux pour tout le monde. Il y a une question de la redistribution de cette rente. Bon, ben, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un sujet complètement politique. Est-ce que c'est EDF qui doit avoir l'argent? Est-ce que c'est les Français? Ça, ouais, ça m'est égal. Enfin, j'ai un point de vue, mais tu vois, c'est pas à moi de. Par contre, tout ce qui est nouveaux moyens de production, c'est assez intéressant, tu vois. Engie et Total, ils développent du renouvelable. Mais pourquoi? Parce que c'est moins cher. Total, Ouais. ils sont pas tu vois? Et d'ailleurs, maintenant que c'est pas tout à fait moins cher, ils repassent au ils repassent au ils relancent, le fossile. Donc c'est juste une question de prix. Mais la question du nucléaire s'est jamais posée pour ces gens-là. Mais est-ce qu'il y a pas un sujet, alors ça pourrait être un long débat, hein, ça va pas être est-ce qu'il peut pas y avoir un sujet un peu étatique aussi, un peu de maîtriser ce qu'on fait et que tu vois la prod nucléaire permet quand même ça versus du Total ou de l'Engie qui finalement sont des sociétés privées et Oui, qui oui, non mais, OK, mais alors pourquoi choisir la techno qui marche le moins bien aujourd'hui? Je sais pas ça. Ça, OK. c'est une vraie question, je comprends pas. Parce Et que ça va marcher mieux demain, c'est ça qu'on leur dit. Bah, fais déjà marcher ton truc. Putain, c'est quand même un échec énorme et le parc historique avec le problème qu'ils ont eu de la corrosion sous contrainte et finalement, une capacité de production qui est bien en deçà, hein. Ils produisent 340 au lieu des 420-430 qu'ils devraient produire térawattheures par an. Ils ont un taux d'utilisation, qui est beaucoup plus faible que le reste du monde et l'EPR, excuse-moi, ça fait 17 ans que le projet a commencé. ouais, sur la fabrication, ouais, c'est Eh long. oui, mais là, mais ça fait un prix derrière et Ouais, donc quand la Cour des comptes te dit: «C'est 120 € du mégawattheure», 120 € du mégawattheure, le coût de production de l'EPR. Aujourd'hui, les prix de marché à moyen terme, ils sont à 55 €. Qui c'est qui va payer cette différence? C'est-à-dire tu produis à 120 alors que les marchés sont à 55, eh ben, tu es hors marché. ouais, Donc soit c'est les impôts qui vont payer par la dette d'EDF qui sera jamais remboursée, soit c'est les Français qui vont payer dans leur facture d'électricité. Dans tous les cas, c'est toi qui vas payer. Et c'est ça qui me gêne. C'est que là, on n'arrive même pas à finir une unité de production qui va produire à un prix qui est complètement hors marché et tout le monde s'en fout. On va en construire 6 autres, 10 autres, 12 autres. C'est ce que le Front national et LFI, ils ont dit ça. Ah, putain, calmez-vous un peu là. Et tu produis pour 20 € du mégawattheure en solaire en Espagne. L'électricité, elle vaut zéro tous les étés, tout le temps. En ce moment, en France aussi, tant mieux, c'est vachement bien pour les consommateurs. On présente ça comme une catastrophe. Ouais, les prix spot sont à zéro. Bah non, ça c'est cool, c'est cool. C'est en fait, moi je fais le grand pari l'énergie, va être, gratuite. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai mais aujourd'hui, tu vois, la transmission de données, elle est gratuite. mmh, Là, on paye rien là. Toi, tu es à Nantes, moi je suis à Aix-en-Provence, on paye rien. En fait, ouais, c'est pas vrai, on paye un abonnement.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a financé des CAPEX qui ont permis la construction d'un réseau et que les capacités volumiques de ce réseau sont devenues tellement grandes par rapport à moi quand j'étais ingénieur télécom, que tu peux consommer autant de kilobits que tu veux, enfin il y a une limite mais elle est très très loin, qu'on s'en fout, ça ne nous gênera pas. Et donc moi je te fais pas payer ça. Je te fais juste payer mon CAPEX, après j'ai pas de limite. Le renouvelable nous amène vers ça. C'est pas encore le cas parce qu'il faut encore du stockage Mmh. et que le stockage, ben, on n'est pas encore au niveau technologique qu'il faudrait pour qu'on puisse le faire, mais le coût marginal de production d'un panneau solaire, c'est 0. Et donc quand tu vois que c'est, 0 le prix spot, c'est en gros, tu as payé tes panneaux, maintenant tu peux consommer tout ce que tu veux. Et en fait, en ce moment, l'été, je ne peux pas regarder les prix spot aujourd'hui, mais en ce moment, l'été, tiens, on va regarder. Ben, on est obligé de couper les centrales. Ça veut dire que on pourrait tous consommer 20 de plus de 10 heures à 16 heures. Mmh. Et ça coûterait pas 1 € de plus à quiconque. Ah, Donc, après, la question, c'est est-ce que ça pousse à faire des économies d'énergie? Tu vois, il y a un peu un truc derrière. ah, c'est bon, Moi, ça va. Prix spot, tiens, alors aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui, c'est plutôt stable, hein. On est arrivé en hiver. Non, évidemment, quand les prix étaient à 200-250 € du mégawattheure, tout le monde a mis un pull et a mis sa maison à 19 degrés. Ça me fait plaisir, ça. Mais au 19e siècle, les maisons, elles étaient à 15 degrés, d'accord? Et c'était la température idéale. Et donc, l'abondance d'énergie, si elle est propre et si elle crée pas trop de déchets, que ce soit du CO2 ou et cetera, c'est bien pour le bien-être de la société, et donc, quand les gens sont heureux, ils font moins la guerre. Parce que c'est quand même le but de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est d'éviter la guerre civile. Mmh. Et donc, voilà, le sujet, c'est pas de se dire: «Bah, super, ça va être moins cher et catastrophe, ils vont consommer plus». Non, super, ça va être moins cher. Par contre, pour le faire, il faut quand même faire, un, le stockage, et 2, de l'autre côté, là où je te rejoins, c'est qu'il faut maîtriser la consommation. Ça va avec. Donc effectivement, peindre les toits en blanc, c'est hyper important parce qu'il faut arrêter de faire chier, et de consommer des trucs débiles. Et Encore le barrage. Incroyable. tu peux même pas le couper, hein, je suis conscient. Il faut arrêter de faire des trucs débiles, et pareil, essayer de maîtriser, les heures de conso chez les particuliers, d'utiliser le stockage. Tu sais, en France, on a beaucoup de chauffe-eau, Ouais. qui a été un moyen de stocker de l'énergie nucléaire la nuit. Le volume d'énergie d'un chauffe-eau, c'est environ 10 kWh. Les voitures, c'est 50. Donc tout le monde a un moyen de stockage, potentiellement un jour chez lui. Donc tout Ça. ça, ça va se mettre en place. Donc, on en est encore au balbutiement, mais au début des voitures à pétrole, il y avait pas des stations-service tous les 10 kilomètres, hein. Mmh. Et les gens, ils avaient des jerrycans, et donc, le globalement, moi, je vois le paysage énergétique aller dans la bonne direction. Voilà, Ça des marche. coûts de production de plus en plus faibles, et pour de l'énergie, qui, impacte de moins en moins, les, la planète, avec en plus effectivement un effort de moi je trouve qu'Enercool, c'est même pas un effort de sobriété, c'est arrêter le gaspille. Mmh. On n'est pas sur de la sobriété là, on est sur arrêter le gaspille. Donc ça, c'est quand même important. Voilà. Ouais. Vous êtes Non, pas obligé de gaspiller, quoi. ah, mais moi, ce que je vois, tu vois, c'est que le moment où on a eu le pic de commandes, c'est justement en 2022 quand les prix de l'électricité ont augmenté et on n'a jamais eu, ça a été jamais aussi simple de signer des gros devis, quoi. C'est-à-dire que, il y avait le prix de Ouais. l'électricité augmenté, on avait des clients, donc là, pour le coup B2B, qui disaient: «Oh waouh, là, il faut que je fasse des économies d'énergie, on y va, quoi». Hem et donc, tu vois, il y a un peu cet équilibre. Moi, je trouve que un prix de l'énergie trop bas, finalement, amènerait à de la surconsommation, un peu à tout va Et tu vois, ça a justifié aussi, le déploiement de beaucoup de panneaux solaires. Évidemment, ce prix très élevé, donc ça a accéléré. Les gens se sont rendus compte qu'ils étaient vulnérables à quelque ouais, chose. Mais évidemment, là, on est sur de la rénovation, tu vois, toi? ouais. Donc finalement, tu as un investissement que tu dois justifier par une économie.
et aucun travail de rénovation énergétique n'arrive facilement à résoudre cette équation, Non, hein, non, c'est sûr. soyons clairs. La grosse nouveauté, c'est, la DPE. La Ouais. DPE, pour moi, c'est très positif, avec l'obligation d'avoir un certain niveau énergétique, donc réglementaire, d'avoir un certain niveau énergétique dans les maisons. Et donc ça, c'est de la réglementation intelligente, hein. Autre chose que de choisir si le moyen de production A est mieux que le B, ça laisse faire les businessmen. Parce que aujourd'hui, alors je sais pas si vous, ça rentre dans la DPE, mais au-delà de la rentabilité, j'installe ma pompe à chaleur, je baisse ma consommation énergétique. En plus, j'augmente la valeur de mon bien. Mmh. Et donc là, le truc devient rentable et en plus, ça intéresse les banques si le bien augmente la valeur, donc je vais le financer. Donc tu vois, là, par contre, on a, je trouve, quelque chose de plus pérenne que de dépendre des prix de l'énergie et d'espérer des pénuries mondiales, parce que c'est cool pour toi, parce que ça a mis ça a augmenté tes ventes et c'est cool pour les vendeurs de panneaux solaires. Pour beaucoup de mes clients, c'était pas drôle, hein, Non, non, j'imagine, ouais. Ouais, OK? Les mecs, enfin vraiment, c'était galère, hein. Donc, le taux d'impayé, était beaucoup plus élevé. Donc, tu vois, il faut penser aux 2 côtés de la ouais, ouais, c'est balance. sûr. Ouais, c'est pas un équilibre, qui est simple. Mais non, non, mais c'est bon, moi, c'est un sujet que je vois de loin, hein, tous ces sujets à la fois de effectivement de prod, de conso, de nucléaire renouvelable et ainsi de suite, mais bon, tu vois, quand je regarde, mais encore une fois, tu vois, moi, j'aime bien, Electricity Map, d'ailleurs qui viendra, prochainement dans le podcast, nous parler de tout ça. Mais tu vois, quand tu vois la France, Mais tant vert, mieux, mais tant bleu mieux. carbone, je dis: «Ah, Mais c'est mais bien ça». mais mais enfin, en tous les cas, moi, je veux absolument pas la fermeture du nucléaire contre le charbon. Le concurrent du charbon, c'est le nucléaire. En France, on a du nucléaire, très bien. Ouais, ouais. C'est juste sur ces nouvelles capacités de production. Là, tu auras ton électricité map qui sera toujours verte. Par contre, tu vas avoir, ta price map et là, tu vas pleurer par rapport aux autres pays et donc ça, si ton énergie est trop chère dans ton pays, c'est la fin de l'industrialisation et donc Ouais. c'est la catastrophe, tu vois? Je regarde là, est-ce que, hop, 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 116, où est-ce que c'est, hein? Ah mais non, je vais voir si parce que récemment ouais. Là, tu vois, on est toujours souvent bon, mais je te ouais, moins cher que en fait, pendant longtemps, on a été, plus cher que l'Allemagne sur l'énergie. Depuis la crise, on est souvent moins cher, mais on est devenu souvent plus cher que l'Espagne, beaucoup plus cher que l'Espagne. Ouais. L'été, C'est on a l'Espagne, tiens, regarde, tu vois? Ça, c'est quel jour ça? Hop, samedi. L'Espagne était à 5 €, nous on était à 20 €, en spot à 13 heures. L'Espagne était à 5 €, nous on était à 20 €, l'Allemagne était à 50 €. OK. Mmh. Et justement, en parlant de l'Espagne, mais ça, je crois que ça a pas encore été, sorti, mais tu sais, il y avait eu le Le blackout là, blackout, ouais, 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 ouais. on sait enfin d'où ça vient ou pas, cette J'ai histoire ou vu pas? des articles, un peu qui disent de tout et je j'ai pas lu encore récemment, mais ça a l'air d'être une somme de problèmes, de gestion de réseau, de centrales qui ont pas fait ce qu'il fallait, mais j'ai pas lu OK, avec précision les enquêtes. ça Il y en a marche. un, tu vas sur Twitter, il y a le mec s'étripe toujours pour savoir ce qui s'est passé. Ouais, j'ai arrêté Twitter, j'y étais beaucoup et puis, Non, mais fondamentalement, il y a une mauvaise, ce que j'avais lu, c'est qu'il y avait une mauvaise programmation ou réaction, des mécanismes de rééquilibrage du réseau face à, un événement exceptionnel, je sais voilà, j'en sais pas plus, je sais pas OK, lequel, faudra que je regarde. ça marche. OK, Mais en tous les cas, la certitude, c'est qu'on peut pas pointer, le nucléaire, le solaire ou le truc, enfin, c'est absurde. ouais, c'est un équilibre global, à trouver. Mmh. On revient un peu sur Équateur et puis après on va s'arrêter là parce que ça fait longtemps qu'on discute et je pense que nos auditeurs, vont avoir fait le tour, je sais pas. Équateur 2022-2025, on a appris, récemment que tu étais parti d'Équateur, là cet été, hein, je crois, si je Ouais. dis pas une bêtise. Tu peux nous en dire un peu plus,
Ouais, bah, écoute, donc 2022-2025, nouvel actionnaire, crise quand même forte, hein, 2022-2023, crise réglementaire en 2000, tu vois? 2022 les prix, 2023 réglementaire. Et donc tu as beaucoup de questions qui se posent, des besoins de cash de la boîte qui sont devenus parfois abyssaux avec ces prix de l'énergie et donc la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait après? Mmh. Quel va être l'Équateur de demain? On part dans quelle direction? Et mon associé avait une vision qui était partagée avec les actionnaires, moi j'en avais une autre et donc on a mis du temps à comprendre que c'était ça le nœud du problème, mais donc ça n'avançait plus. OK. Et quand tu as, 2 fondateurs, donc moi j'étais PDG, Jonathan DGD, mais qui pédalent pas dans la même direction. Les équipes se perdent, les actionnaires se perdent, l'argent se perd et bon, bah, à la fin, c'est pas ma boîte, c'est plus ma boîte. Je l'ai Ouais. fondée, mais c'est plus ma boîte et donc c'est normal que ce soit aux actionnaires de trancher. Eux, ils ont une stratégie aujourd'hui qui est plutôt sur valorisation de tout l'actif, logiciel, OK. alors que moi, j'étais plutôt parti sur du développement des services, aux usagers. Tu peux pas dépenser, dans les 2 directions de toute façon et voilà, moi, ça m'intéressait pas de faire le logiciel tel que c'est, oui, c'est d'ailleurs, c'est le tu vois, c'est on l'a dit au début, c'est le bébé de Jonathan ce truc-là. Mmh. Donc bah, on a fini par se mettre d'accord, et je suis pas malheureux, je dois dire, puisque maintenant, bah, voilà, j'ai la vie, tranquille, à Aix et je réfléchis à des projets qui correspondent à ce que j'ai encore envie de faire. La partie logicielle, je me demande si j'ai pas croisé, dans un salon, c'est globalement de pouvoir faire de la marque blanche, en Oui, fournisseur c'est ça. d'entreprise, c'est ça? Ouais, 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 c'est ça, c'est ça, OK. c'est ça. Ouais. Et donc des entreprises qui voudraient, s'y mettre sans savoir-faire, de pouvoir Tu vendre ça. as 2 niveaux, donc la marque blanche, ça c'était, une l'idée, c'est de dire, en gros, non, c'est la vente du logiciel, c'est-à-dire tout l'investissement nécessaire pour développer le système de facture, autant le partager avec d'autres fournisseurs et Mmh. transformer un centre de coût en centre de profit. Et en plus, un des moyens pour choper des clients, c'est, de proposer une marque blanche, c'est-à-dire de dire: «Bah, tiens, tu peux démarrer de rien, tu as une marque, je sais pas, tu veux faire, l'énergie verte Veja, tous tes clients Veja et ben, nous, on te le fait en 3 mois, ça démarre» et l'idée commerciale derrière, c'est de dire, bah, évidemment, pour démarrer, heu, tes employés vont utiliser nos outils. Et donc le jour où tu voudras le faire toi-même, où tu obtiendras ta licence et cetera, parce que tu auras eu du succès, bah, tu seras habitué à nos outils et tu resteras client, OK. de nos outils. Ouais. Ouais, toi, c'était pas la direction que tu voulais prendre, toi, tu voulais rester sur, Ouais, ça m'intéresse pas, ouais, d'accord, ça marche. m'intéresse pas. T'as des Logiciel. t'as des idées pour la suite, là, maintenant, Bah, écoute, j'ai des idées, j'ai des gens qui me parlent. OK. Tu vois, là, je vais aller déjeuner avec quelqu'un de très sympa tout à l'heure. J'ai des gens qui me parlent, qui ont des idées, qui peuvent m'intéresser. J'ai énormément de chance, Maxime, c'est que j'ai tout mon temps pour choisir désormais. Et donc bah, ça, c'est un luxe énorme. C'est un Tu as luxe énorme. résolu le problème de l'argent, tu es parti avec, C'est suffisamment ça. d'argent pour te dire, «C'est bon, Voilà. très bien». Peut-être pas suffisamment pour vivre dans une grotte, machin, ou pour vivre sur un grand voilier et faire le tour du monde toute ma vie, mais largement assez pour voilà, pour pouvoir Très bien. choisir ce que je veux faire. OK. Toujours dans l'énergie, toujours dans ce domaine-là Ah, ou le truc, c'est sûr, c'est que je vais rester dans l'énergie, ouais, c'est le secteur qui compte, le reste ne fait que s'appuyer dessus. Tu ouais, vois? ouais. Les fondations de tout, c'est l'énergie. C'est marrant ce truc parce que moi aussi j'aime beaucoup cette énergie. Alors je suis moins dans le cœur du réacteur que toi, mais je me rappelle un pote, un pote qui un jour m'a dit: «Mais pourquoi t'aimes l'énergie, quoi?» C'est je sais pas trop, tu vois? Il y a un truc un peu de ouais, ouais, bon, on a un peu tombé dedans, quand on était petit, j'en sais rien, il y a des trucs, mais je suis d'accord avec toi aussi que en fait, c'est le cœur du problème, quoi. Enfin tout part de là, donc il y a quand même un truc, Et c'est le discours de Jean Covici, hein, ouais, et qui est très juste, sur cette partie-là, et c'est en plus à y vivre. Je sais pas si toi tu le vis, mais c'est la seule fois dans ma vie, parce que quand je bossais dans les télécoms, tu fais du GSM, tu fais du satellite, tu vois? Ou dans le conseil. Là, le matin, les nouvelles à la radio vont impacter ma stratégie court terme, moyen terme et long terme.
Ouais. que ce soit la météo, que ce soit la géopolitique, que ce soit les décisions réglementaires ou les changements de gouvernement. Heu, c'est fou, quoi, c'est fou et c'est en ce sens-là que tu es au cœur du truc. Ouais, je suis je Heu suis je suis très et d'accord. et et donc enfin là, ce qu'ils ont fait sur le solaire là, avant-hier en disant qu'ils revenaient sur les contrats long terme, tu vois? C'est assez intéressant d'un point de vue politique d'entendre l'État dire: «J'ai signé des contrats il y a 20 ans parce que c'est ce qu'il fallait pour rentabiliser le truc et aujourd'hui, je veux les arrêter. Donc le contrat long terme maintenant, il est devenu trop cher par rapport au prix du marché, donc je veux casser le contrat long terme» et en parallèle, ils disent aux industriels, à EDF, de se mettre d'accord sur un contrat long terme qui va leur permettre à tous d'avoir une visibilité. Mais même eux, ça les fait chier les contrats long terme. Ça intéresse personne les contrats long terme. Ça marche pas un contrat long terme. Au bout d'un moment, il y en a un qui veut se casser. C'est comme un mariage. Enfin, mais tu vois, même vous, vous y croyez pas quand ça tombe du mauvais côté de la pièce. Donc n'espérez pas que ça marche entre industriels. Enfin, c'est absurde cette histoire. Je sais pas, je connais pas le sujet, mais enfin, pas suffisamment pour avoir un avis, mais je sens que ça te Non, tu mais c'est encore dedans, quoi. rigolo, Tu c'est encore rigolo de les entendre casser leur contrat long terme d'un côté et en faire la promotion absolue de l'autre. J'avais discuté avec, Luc Rémont, quelques semaines avant qu'il soit, remercié et donc et je lui disais: «Baisse tes prix si tu veux vendre des contrats long terme» et lui disait: «Oui, mais moi je veux pas baisser mes prix», mais donc personne ne se mettait d'accord. Enfin, c'était évident, c'est des intérêts divergents. il y a pas des contrats long terme, tu vois, je sais pas, il y a pas Google ou je sais pas qui a des contrats long terme avec des gros, Ouais, alors donc ils vont acheter de l'énergie, hem, donc en fait, tu peux faire un contrat long terme si l'énergie n'est qu'une part limitée de ton business. OK, Tu vois? Le prix, le coût de l'énergie, par rapport aux revenus de Google, c'est pas tu vois? Ça va pas changer sa vie, s'il se retrouve hors marché pendant 4 ans sur le prix de l'énergie parce qu'il a signé un contrat long terme et que tous ses concurrents l'achètent à 50 € et que lui, il l'achète à 80, pour autant, ça va pas faire, changer, sa balance, truc. Par contre, si tu fabriques de l'acier ou même si tu imagines avec les prix du pétrole, imagine que tu es une entreprise de transport. Que tu aies acheté, pour 20 ans, du diesel, à 100 € et que d'un coup, tous tes concurrents l'achètent à 50 leur plein. Mais tu ouais, mort toi, ouais, tu mort, tu sors du marché quoi. C'est un risque que tu peux pas prendre, ouais. tu vois? Et donc évidemment ça marche sur les gens où finalement, bon, c'est pas ce prix-là qui va faire l'équation économique du business quoi. Mmh. Moi, je connais pas le sujet pour débattre avec toi. J'aimerais bien avoir des réponses, pour dire: «Ouais, c'est peut-être bien d'avoir une vision de long terme, ainsi de suite», mais juste bon, je m'y connais pas assez pour débattre, mais ça me paraît effectivement, logique. Bon, ce que je sens en tout cas, c'est c'est que tu es encore dedans et que tu as encore le truc, Ah oui, oui, non c'est de mais passion, quoi. c'est des sujets intéressants, ouais, c'est des sujets intéressants. Ça marche. On va s'arrêter là. Comment on te suit? Tu sur LinkedIn? T'es sur Twitter? Écoute, Tu je suis sur LinkedIn, là je me suis un peu calmé. Dans Twitter, j'y suis toujours, mais je dis plus rien. Oui, oui, je suis sur LinkedIn et je vais raconter, On va voir la suite, la quoi. suite. Voilà. OK, très curieux de voir la suite. Bon, merci beaucoup, Julien. Eh ben, merci à toi, Maxime. À plus tard et puis bonne continuation, dans le sud ou peut-être autre part parce que vu que tu bouges, on On verra. verra. On verra. Ça marche. C'est pareil pour toi. Ciao, ciao. Allez, Bravo ciao. pour Enercool. Merci. Et vous voilà arrivé à la fin du podcast. Merci pour l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner sur Spotify ou Apple Podcast et sur LinkedIn. Partagez-le aussi sur les réseaux, ça aide beaucoup. Merci et à bientôt.